Le gouvernement, là, s'il a réembauché des fonctionnaires, c'est parce qu'il devait en avoir besoin. Oui, Moi, je peux pas conclure autrement. La CAQ, Non. là, François Legault, quand il a dit réduire l'appareil de l'État, ça, c'est comme toi, si Mais il jamais a fait tu le deviens contraire. premier ministre, ben, tu vas faire le contraire, toi Non. aussi. Oui, parce qu'il y a des fonctionnaires Non. qui donnent des services à la Oui, population. mais Jacques, il faut qu'il y en ait moins. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. On a tenté une formule il y a quelques mois, vous vous en rappelez, un débat. C'est pas évident à organiser, il faut aligner des horaires, beaucoup d'horaires, puis il faut de la volonté, il faut du monde game. J'en ai trouvé 2. Éric Duhem, Jacques Letourneau, bonjour. 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 On va parler de... On parle-tu de syndicats? On fait ça? On pourrait parler du Parti conservateur aussi. On pourrait. C'est pas prévu, mais on pourrait. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, bienvenue. Merci. Jacques Letourneau, commentateur, analyste aujourd'hui, mais accessoirement et anciennement président de la CSN. 30 ans à la CSN, quand même. Wow. Donc, présent aujourd'hui pour défendre l'intégrité des syndicats. Je vais prendre des nouvelles pour commencer. Éric Duhem, les sondages vont bien. Ça va très bien. Écoute, c'est une progression qui est lente. On voit qu'il y a d'autres parties, des fois, qu'il y a un petit soufflé. Là, ça monte, ça descend. Nous, c'est assez stable, ça monte tranquillement. On vient de connaître 2 bonnes élections partielles où on a été quand même très compétitifs là, dans Arthabasca puis dans Chicoutimi. Donc, c'est de bon augure pour le match qui s'en vient au mois d'octobre. Mais surtout, au niveau idéologique, c'est qu'on sent qu'il y a un vent un petit peu plus à droite puis que nos idées deviennent de plus en plus populaires, tellement que même les autres partis essaient de nous les voler. Donc, je pense qu'en politique, quand tu gagnes, la première bataille qu'il faut que tu gagnes, c'est pas celle des sondages, c'est celle du terrain où on va se battre. Et de plus en plus, j'ai l'impression que l'élection va être sur les enjeux qui nous préoccupent, l'accès à la propriété pour les jeunes, réduction des taxes et des impôts, exploitation de nos ressources de façon responsable, éliminer le déficit. Donc, je pense que c'est des enjeux qui préoccupent beaucoup les conservateurs puis de plus en plus les Québécois. Puis les jeunes, on va en parler tantôt. Il y a étonnamment, parce que ça surprend beaucoup de personnes, de plus en plus de jeunes. Est-ce que ce sont majoritairement des garçons? Là, on va y venir tantôt. Intéressant, ça. Oui, mais il va falloir être patient. Commencer de commenter la politique après avoir été sur le terrain, c'est-tu le même genre de pratique? Comment tu vois ça? Bien, quand tu as été engagé syndicalement pendant plusieurs années, notamment à la présidence de la CSN, vous pouvez deviner que ce n'est pas nécessairement un job facile, là, parce que tu représentes à peu près toutes les tendances, tous les courants, les régions, Montréal, vous pouvez imaginer. Puis que tu débats pas juste de convention collective, mais tu parles de la Charte des valeurs de Drainville, que tu parles de laïcité ou de développement économique des régions. C'est clair que ça t'amène quand même à avoir un respect certain pour ceux et celles qui font de la politique, même si tu as des divergences politiques. Fait que moi, j'aime bien débattre des idées. En général, quand je suis à Zone Économie ou avec Isabelle Maréchal à Cube, de façon assez régulière. Je l'ai fait longtemps avec Nathalie Normando, Christian Dufour, avec qui j'ai eu la chance de débattre à quelques reprises. On s'entendait pas tout le temps, moi, Christian, mais on était capable de faire ça de façon intelligente. Donc, moi, j'aime bien. Puis en même temps, je joue pas non plus au gérant d'estrade pour donner de leçons. Quand tu es président de la CSN, tu ne veux pas te faire donner de leçons par personne. Fait que quand tu es chef du Parti conservateur, premier ministre. Donc, moi, j'aime bien le débat d'idées. Puis, porté par l'avenir du Québec. Tu parlais des jeunes. J'en ai 2 jeunes, moi, chez nous, 18 et 20, qui n'ont pas les mêmes opinions politiques. J'ai même fait plaisir à Éric tantôt en disant que j'en ai peut-être un plus jeune qui était un petit peu plus conservateur. Faut que je le rencontre, lui. Je l'aime, ton gars. Non, mais bon. Et puis, avec une fille aussi qui est dans la trentaine, qui est dans le monde des communications. Il n'y a personne de syndicat encore là-dedans. Fait que non, c'est vraiment sympathique. Contribuer à faire avancer le débat dans le dialogue. Et puis dans ce sens-là, moi, je suis bien heureux qu'on puisse débattre ce matin avec Éric syndicalisme aujourd'hui. On a convenu qu'on allait se tutoyer. On ne va pas se qu'on ne se tutoyait pas avant d'enregistrer.
Est-ce que tu es un anti-syndicaliste? Non, Eric? pas du tout. Les gens sont toujours surpris de ça, hein, mais moi, j'étais syndiqué quand j'étais jeune parce que mon père, c'est un entrepreneur en construction. Puis moi, j'ai payé mes études à travailler comme apprenti ferblantier. J'étais membre du local 2020. J'étais à FTQ, par exemple. J'étais pas à CSN. Et après ça, quand j'ai travaillé dans les médias, bizarrement, les animateurs de radio ont fait partie de l'UDA, l'Union des artistes. Donc, j'ai été longtemps membre de l'UDA. Puis j'étais bien content parce que j'avais pas besoin de renégocier chaque fois, mettons, que je venais de faire une entrevue quelque part ou quelque chose. Tu sais, il y avait déjà des conventions déjà préécrites, puis on n'avait pas besoin de s'obstiner pour savoir comment ça fonctionnait. Donc, il y a des avantages. Puis j'ai toujours pensé qu'à titre individuel, de vouloir sous-contracter quelqu'un qui te négocie des meilleures conditions de travail, c'est tout à fait légitime. Là où j'en ai contre ce que sont devenues les centrales syndicales au Québec, c'est quand elles... d'abord, elles ont le monopole, c'est-à-dire que les gens, souvent, sont dans des milieux de travail où ils sont obligés de payer des cotisations syndicales, puis même d'être membre d'un syndicat, puis cette obligation-là, elle vient avec des responsabilités. Puis la première, c'est de ne pas détourner cet argent-là à des fins politiques et partisanes qui sont souvent contraires à ce que pense le travailleur. Je pense que ça m'a souvent mis en porte-à-faux avec les syndicats, puis je me suis souvent battu contre ça. Et d'utiliser le fait qu'ils sont un monopole pour faire avancer la cause, particulièrement dans la fonction publique, là, souvent au détriment des contribuables. Donc, c'est des cas où je trouve que le syndicat au Québec est allé beaucoup trop loin, mais le fait d'être représenté par une organisation qui négocie les conditions de travail, je pense que c'est tout à fait normal. Là. Voilà une question de Ridley. Oui, bien, en fait... Non, mais quand même, au sens où... Mais c'est important qu'il l'ait dit parce qu'il ouais. a effectivement une réputation, celle de t'opposer en bloc à l'idée même que ça puisse exister, mais je pensais pas qu'on avait vraiment les ingrédients pour le croire et le soutenir. Là, toi, tu es un syndicaliste. Oui. Quand est-ce que ça a commencé, ça? Ah, écoute, ça a commencé jeune, mais c'est drôle parce que chez nous, c'était pas du tout syndical. Je le racontais tantôt à Éric hors onde. Chez nous, c'était du Plessis, puis après ça, imagine, Du à bon Thetford. monde. Du bon monde. Non, mais à Thetford. On va parler de la grève de l'amiante. J'aimerais ça dire deux mots sur la grève de l'amiante, puis 49 tantôt, puisque ça a rapporté au Québec, Asbestos, Thetford. Mais chez nous, donc, c'était plutôt du Plessis, puis aussi libéral. Moi, je me rappelle, en 76, quand le PQ a pris le pouvoir, j'étais chez mes grands-parents. À l'époque, j'avais 13 ans, parce que j'en ai 63 aujourd'hui. Donc, c'était, écoute, le silence glacial dans la maison, comme si les communistes venaient de prendre le pouvoir, tu sais. On disait le PQ, c'était les Cubains du Nord, là. Donc, moi, j'avais un oncle ou deux dans les mines qui avait été militant syndical, mais en général, mon père, qui était syndiqué dans une commission scolaire, qui un jour a compris qu'est-ce que ça donnait le syndicat, parce que ma mère était forte en gueule, puis elle avait 2 petites PME, puis elle remplissait des papiers, puis de la paperasse. Puis bon, elle chialait bien par rapport à la bureaucratie, tout ça. Donc, j'ai été élevé dans un milieu qui n'était pas objectivement nécessairement porté vers le syndicalisme. Plus conservateur un peu. C'était plus ouais, soit libéral ou libéral. Conservateur au sens des valeurs. Voilà, tout à fait. Oui, puis famille canadienne-française, québécoise, traditionnelle. Catholique. Moi, j'étais à l'église jusqu'à l'âge de 14-15 ans, peut-être. T'sais. Fait que, puis je suis parti en Amérique centrale avec des prêtres, ouvriers, théologiens de la libération. Oh, c'est là que ça a commencé à chirer. Là. Et quand je suis revenu, ma mère était découragée. parce que j'étais devenu 110. Fait qu'avant d'être syndicaliste, oui, mais on parle de 1981, là. Tu sais, quand même, on parle de la Révolution à l'origine. L'Amérique latine, il se passait des affaires quand même intéressantes. Et quand je suis revenu au cégep, président de l'asso étudiante, grève des profs contre le PQ et René Lévesque à l'époque, on s'en rappelle, la loi 111, les décrets, c'était la crise mondiale, tout ça. Fait que là, j'ai commencé à lire ces lignes de piquetage avec les profs de cégep. Moi, j'en avais 18, eux autres en avaient 31, 32. Puis ils me disaient tout le temps, toi, les tourneaux, t'aurais dû venir au monde 10 ans avant parce que tu fais partie un peu de cette génération. T'as une philosophie de boomer. Mais t'es un X, dans le fond. Là. C'est-à-dire, oui, je suis un X, mais c'est vrai que j'ai été élevé et dans le mouvement syndical après par des gars comme Gérald Larose, des femmes comme Claudette Carbonneau qui sont vraiment de la génération des boomers. Et là, j'étais militant étudiant, grève en 1984, Claude Ryan, les frais de scolarité, les prêts bourses, 1988, même chose. Et comme je fais partie de la génération que quand tu sortais de l'université, parce que j'ai fait un bac en histoire, il n'y en avait pas de job. Hein? Les boomers les occupaient. J'ai fini à l'hôpital Charlemagne comme préposé aux bénéficiaires et je suis devenu président du syndicat dans un contexte où la FTQ voulait mettre la main sur le syndicat parce qu'il y a du maraudage entre les syndicats. Pas vrai. Et, vrai. Et c'est là que j'ai connu Daniel Boyer et Marc Arranger. Imaginez, parce qu'eux étaient au local 298. Puis moi, la CSN m'avait recruté. Je suis allé à l'Assemblée générale. Je suis intervenu au micro. Ils ont dit hey, tu vas nous donner un coup de main, toi? Et
mine de rien, je me suis retrouvé. C'est là que ça a dérapé. C'est là que ça a dérapé solide. Non, mais j'ai été élu au Conseil central de Montréal. OK, là, ça a dérapé encore plus. Éric, est-ce que je me trompe si je dis que, selon toi, ils sont allés trop loin, les syndicats? Oui, beaucoup trop loin. Quand est-ce qu'ils ont dépassé une ligne? Bien, d'abord, il faut savoir qu'au Québec, les travailleurs sont plus syndiqués qu'ailleurs en Amérique du Nord. Puis il y a des raisons législatives pour ça. C'est parce qu'on a des lois beaucoup plus pro-syndicales que les autres législations au Canada, ou beaucoup plus pro-syndicats que ce qui se passe au sud de nos frontières. Donc, on a en partant un gros contingent de travailleurs qui sont syndiqués. On a une formule RAND qui fait que tu veuilles ou non, tu es obligé d'adhérer à un syndicat et surtout de payer des cotisations syndicales. Donc, je pense que ça, en partant, juste le fait de brimer la liberté d'association, c'est sûr que ça pose un problème. Et l'autre élément, c'est qu'au Québec, on a longtemps eu des gouvernements un peu plus à gauche qui se sont accoquinés avec les syndicats. Puis les syndicats se sont mis à faire beaucoup de politique. Et moi, je pense que c'est ça qui a été le dérapage pour vrai. Puis ça explique peut-être aussi pourquoi au Québec, tu sais, là, on commence à avoir un parti conservateur, là, puis on est en train de le bâtir à soir de notre front, puis c'est long, là. Mais pendant longtemps, il n'y a pas eu vraiment un parti de droite au Québec. Là, mais son chef, il n'est pas anti-syndical, par contre. Le chef du Parti conservateur au Québec, pas du tout. Il n'est pas contre les syndicats. Non, mais je ne suis pas contre l'existence d'une organisation pour négocier des droits, mais je suis contre le corporatisme syndical. Ouais. Et ça me dérange beaucoup. Puis j'aime pas que les syndicats là, sont là pour défendre les travailleurs d'abord et avant tout. Ils ne sont pas là pour faire de la politique. Puis au Québec, j'ai malheureusement l'impression qu'on mélange souvent les deux. Oui. Mais évidemment, je ne partage pas le point de vue d'Éric là-dessus. Parce que, d'abord, quand est-ce que les syndicats sont allés trop loin? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise clairement à partir de quand. Je vais te donner plein d'exemples. Non, mais juste placer 2-3 éléments. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dans le mouvement syndical. C'est pas compliqué, là. À partir des années 80-90, qu'est-ce qui se passe au Québec? On gère la décroissance. D'abord, on gère la mondialisation, l'ouverture des marchés. On gère quasiment la fin du secteur manufacturier industriel, avec tous ces emplois qui quittent pour la Chine, le Mexique, le Bangladesh, tout ça. Et on gère une fonction publique qui est confrontée à la crise des finances publiques. Qui est au pouvoir? T'sais, Éric dit la gauche a été au pouvoir au Québec. Moi, j'ai connu les années de Lucien Bouchard. Disons que c'était pas la gauche du Parti québécois. J'ai connu les années de Jean Charest. J'ai connu les années de Philippe Couillard. Vous dire, là, à part gérer la décroissance des dépenses, puis négocier dans le secteur public des fois 1,5, puis 2, puis on disait, ouf, on est quand même allé chercher une bonne entente. Genre, OK, attends une minute, là. Non, Fais pas de partisanerie. Là. De façon générale, là, regarde depuis les 60-70 dernières années au Québec, la croissance de l'État dans l'économie, peu importe la couleur des gouvernements. Bien sûr, il y a une croissance du gouvernement, il y a une croissance des taxes et des impôts, il y a une croissance de la taille de la fonction publique, il y a une croissance des déficits publics. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des politiciens qui ont peut-être eu un discours à un moment donné un petit peu plus à droite, là, mais de façon générale, la courbe, là, c'est que l'État prend de plus en plus de place dans nos vies puis contrôle de plus en plus les Québécois. Ça, c'est un fait indéniable. Pour moi, ça, c'est de la gauche. Mais ça, c'est une réalité en fonction des finances publiques puis des dépenses puis du rôle que l'État assume dans les services publics. Moi, je parle de la condition ouvrière. Je parle de la condition ouvrière. Les syndicats ont contribué à construire quelque part quoi? Sortir les travailleurs de la pauvreté, à constituer la classe moyenne. Moi, je me rappelle une élection fédérale, Justin Trudeau m'appelle, j'étais président de la CSN, pour me dire « Monsieur Letourneau, on va s'occuper de la classe moyenne. » J'ai dit « J'espère que vous allez vous rappeler que dans l'histoire canadienne, l'histoire du Québec, il y a des syndicats qui se sont battus pour constituer cette classe moyenne-là. » Quand est-ce que ça devient plus correct dans l'histoire de se battre pour améliorer les conditions salariales? Mais moi, là, j'ai rien contre se battre pour le petit monde. Là. Je fais ça tous les jours. Mais c'est ce que les syndicats font. Ma priorité en politique, là, c'est justement ça. Moi, ce qui m'écoeure présentement, c'est qu'il y a un Québécois sur 2 là, qui a de la misère à arriver puis qui est à 200$ de l'insolvabilité. Voilà. Il y en a 1 sur 10 qui a fréquenté une banque alimentaire dans les 12 derniers mois pour nourrir sa famille. C'est inacceptable. Mais comment ça se fait? Puis comment... Moi, je veux les aider, ces gens-là. C'est pour ça que je suis en politique. Mais Éric, comment ça se fait que quand il y a une ligne de piquetage, là, je voyais récemment sur le site de la CSN, on expliquait l'augmentation des conflits de travail au cours des dernières années. On comprend pourquoi il y a plus de conflits.
puis Au Québec, beaucoup plus qu'ailleurs. Non, mais l'inflation, le pouvoir d'achat, tu sais, on n'arrête pas de dire, et vous êtes les premiers à le mentionner, les travailleuses, les travailleurs, la classe moyenne, le monde ordinaire souffre de l'inflation, le coût du loyer, tout ça. Puis quand il y a des travailleurs qui prennent la rue, pas des intellectuels, pas des dirigeants syndicaux, les travailleurs qui votent la grève dans une assemblée, puis qui font une ligne de piquetage, c'est aller voir pour leur jaser. Est-ce que ça se pourrait, puis, puis les appuyer? Mais je pense que tu parles du syndicalisme d'une autre époque. Aujourd'hui, les syndicalistes, là, ils sont dans les grèves, ils sont dans les manifestations contre pour la Palestine, puis ils sont dans le wokisme à côté. Puis ceux qui parlent aux travailleurs, puis ceux qui parlent contre l'inflation, puis qui disent qu'on veut laisser de l'argent dans leur poche, c'est Pierre Poilievre à Ottawa, puis c'est moi à Québec. Non, il y a eu un renversement là-dessus. Là. Moi, je pense que le mouvement syndical s'est égaré dans des causes... Mais Jacques, est-ce que c'est vrai que la politique, que les syndicats s'occupent plus de politique que des droits des travailleurs? Ben non. Parce qu'il y a l'exemple, quand on échangeait, toi et moi, avant que tu arrives ici, tu me dis, j'espère que tu ne vas pas concentrer le débat sur la question du vol de Magali Picard à Dubaï. C'est pas un exemple. C'est pas prévu qu'on en parle vraiment. Là. Non, mais on peut en parler, il n'y a pas de problème. J'étais aux affaires internationales pendant 8 ans, la CSN. Mais qu'est-ce qu'elle foutait à la COP à Dubaï alors que ses travailleurs étaient en grève dans des lignes de piquage? Elle est revenue. Elle est revenue. Pourquoi? Parce qu'à cause qu'on a des gens comme moi gueulés dans les médias. Mais pendant que Mme Picard allait à Dubaï avec un mandat de ses instances, parce qu'elle n'est pas allée là pour le plaisir, elle avait un mandat de ses instances. Les membres qui payaient ne le savaient pas. Mais je dois te dire qu'il y avait peut-être 9 autres dirigeants syndicaux du Front commun qui étaient au Québec et qui étaient ces lignes de piquetage. C'est un mythe, ça, de penser que les syndicats ne font que de la politique. J'ai revérifié ce matin, juste avant de venir, le budget de la CSN. Mais c'était pas ma question, Jacques. Ma question, c'était est-ce qu'ils en font plus que de s'occuper des travailleurs? Il y a quand même une nuance avec de la politique. Mais non, 90% des dépenses ventilées dans une organisation syndicale servent à payer le salaire du conseiller syndical pour desservir le syndicat, qui s'en va négocier dans un abattoir de poulet, qui s'en va défendre un dossier de santé, sécurité ou autre. La question de l'action politique, là, d'abord, au Québec, on va mettre une affaire au clair, contrairement au reste du Canada, les syndicats ne font pas de politique partisane. CSN n'a jamais appuyé un parti. Là, tu vas me dire, oui, mais il y a une époque sur l'indépendance du Québec. Mais sur l'indépendance... Attends une minute, la CSN, là, il invite Gabriel Nadeau-Dubois puis Paul Saint-Pierre Plamondon à le congrès. Moi, ils m'ont jamais invité. Je te dis juste ça de même. Là. Tu devrais... Non, mais tu devrais tu sais que s'ils m'invitaient, j'irais. Ben moi, je parle à tout le monde. Je t'inviterais, moi aussi. Mais j'irais. Mais je te dis, je te signe un papier que tes successeurs ne m'inviteront pas. Ouais, là. Bon, écoute, faudrait peut-être leur proposer. Peut-être que tu serais surpris. Là, l'invitation est lancée. Non, mais peut-être que tu serais surpris. En tout cas, moi, j'aurais pas de problème à t'inviter. Regarde, je suis là matin pour oui, moi non plus, j'ai pas de problème. Mais je veux quand même déboulonner le mythe que les syndicats ne s'occupent pas des vraies affaires par rapport à leur monde. Moi, j'ai passé ma vie dans le mouvement syndical à être ces lignes de piquetage, dans les assemblées générales avec du monde qui nous disait on s'appauvrit. Puis qu'est-ce qu'ils font dans l'Assemblée générale, tu penses? Ils te regardent en avant puis ils disent, le syndicat, t'es-tu capable de me défendre mieux que ça? T'es-tu capable de... Puis à un moment donné, t'es obligé de dire, on est en égo, il y a un rapport de force, puis on a convenu avec le patron d'une convention collective, d'un contrat de travail, puis des salaires, puis c'est avec ça qu'on va vivre aussi. Et c'est vrai que des fois, les gens sont pas de bonne humeur. Tu sais, quand t'avais écrit ton livre, là... Libérez-nous des syndicats. Libérez-nous des syndicats, tu sais. Puis il avait ouvert une page web où les gens allaient se plaindre, puis j'avais dit, Éric, viens donc passer... Il y avait beaucoup de monde qui écrivait, mais d'ailleurs. je t'avais dit, Éric, viens donc passer une journée dans un syndicat avec moi pour voir comment ça se passe dans le bureau du syndicat. Concrètement, quand tu es obligé d'expliquer aux travailleurs, je peux pas déposer le grief où il est pas bon ton grief. Mais Jacques, je vais te donner un exemple bien concret. Magali Picard est élue présidente du plus important syndicat au Québec. Elle s'en va, tout le monde en parle le dimanche suivant son élection. Guillaume Lepage, il demande c'est quoi sa priorité, puis elle dit que c'est de s'assurer que ses membres ne votent pas pour Pierre Poilievre au fédéral puis pour moi au provincial. OK? Je m'excuse, mais c'est pas pour ça qu'elle a été élue présidente de la FTQ. Puis moi, le lendemain, je l'ai appelée. Puis j'étais allé la rencontrer au siège social là, sur Crémazie. Puis j'ai dit, regardez, si vous avez dit ça, c'est parce que vous me connaissez pas. Puis j'étais arrivé... Non, mais c'est-tu avec quoi j'étais arrivé? J'étais arrivé avec un sondage, nos sondages internes. J'ai regardé les travailleurs syndiqués, comment ils votent versus les non-syndiqués. Puis elle était bien surprise de voir que les non-syndiqués votent moins conservateurs que les syndiqués. Puis là, tu sais quoi, ce qu'ils me répondent dans ce temps-là, c'est parce qu'on a négocié trop des bonnes conditions de travail à nos travailleurs. Aujourd'hui, ils veulent payer moins d'impôts. Mais je m'excuse, là, mais c'est pas ça pantoute. Il y a une déconnexion
entre les centrales. Puis même des fois, je rencontre les présidents de syndicats dans les shops, là, puis ils me disent hey, moi, Éric, les affaires de wokisme, on n'est pas là-dedans pantoute, nous autres. Hein. Ou bien non, moi, de telle bataille, là, je veux rien savoir de ça. Là. Nous autres, moi, je veux défendre mon monde, là, ici. Là. Moi, ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Là. Ouais. Mais puis il y a comme il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une déconnexion avec les centrales syndicales puis l'establishment syndical au Québec versus les travailleurs puis la classe laborieuse. Mais t'es-tu d'accord pour dire qu'en Occident, à l'heure où on se parle, il y a une déconnexion en général entre les institutions. Les élites, appelle-les comme ça. Là. Regarde aux États-Unis, là, on n'est pas là pour débattre de Trump, mais pourquoi la classe ouvrière vote en partie pour Donald Trump? Les syndiqués votent plus Trump que les non-syndiqués. La question du pouvoir d'achat. Donc, à un moment donné, tu es désespéré, tu t'appauvris, tu perds ton emploi industriel, les loyers augmentent, tout ça, puis tu penses que Trump va te donner du pain puis du beurre. Bon, on comprend que ça sera pas nécessairement le cas. Non, mais toute la question des tarifs, c'est à cause des syndicats aussi. Le premier décret que Trump a signé, c'était pas d'augmenter le salaire minimum aux États-Unis, c'était de baisser les impôts des plus riches. Oui, mais attends une minute. Là, toute sa bataille, ces tarifs, là, c'est très syndical. Là. Les travailleurs ont le sentiment de faire voler leur job par les étrangers qui rentrent, puis ils veulent consolider leur industrie. Puis ça, c'est très, très syndicaliste, la guerre, le protectionnisme de Trump, il origine des syndicats américains. Là. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai commencé dans le mouvement syndical, on était contre la mondialisation. OK? Oui. La première affiche que j'ai mise dans le bureau du syndicat, c'était contre l'ALENA. À un moment donné, ils l'ont signé, l'ALENA. On a eu un débat dans le mouvement syndical. Puis là, on s'est fait dire, bien là, vous êtes encore contre les syndicats, parce que c'est ça qu'on se faisait dire, comme les réformes en santé. Quand ils ont fermé des hôpitaux à Montréal, là, on disait, faites attention, là, vous fermez des hôpitaux, on finit par manquer de lits par habitant. On a le ratio lits par habitant au Québec le plus petit dans les pays du G7 puis du G8. Donc, alors, nous, on était contre, on s'est fait dire, ah ben vous êtes contre, faudrait peut-être comprendre que le sens de l'histoire, c'est la globalisation, c'est la mondialisation. On est devenu alter, hein? On n'était plus contre. Alter-mondialiste, ouais, on est devenu alter dans le sens, cette intégration économique-là, elle va se poursuivre. Donc, on est capable de renforcer on en prend acte. Les syndicats au Mexique, en Chine. Pourquoi ils délocalisaient dans l'industrie de l'automobile aux États-Unis? C'était moins cher. Pour baisser les coûts de production, pour augmenter les taux de rendement de GM, Ford, Chrysler. Les mêmes qui sont allés voir Clinton, je ne sais plus si c'est Clinton en 2008, ou Bush, je ne me rappelle plus, mais ils sont allés quêter de l'argent. C'est Bush ou Obama. Là. 2008, c'est Bush ou Obama. Mais c'est ça. Restons au Québec, par contre. Parce que tantôt, Éric Duhem, tu disais... Il y a, on dirait qu'ils sont comme enfermés, les travailleurs. Il y a la formule RAND, ils sont obligés de suivre le syndicat. La démocratie syndicale, ça aussi, c'est peut-être le moment de déboulonner un certain mythe, mais il y a beaucoup de choses qu'on dit sur cette fameuse démocratie-là qui n'est pas si démocratique que ça. D'abord, soudainement, est-ce que vraiment les travailleurs sont enfermés dans la mesure où, à part, disons, les gens qui sont anti-syndicalistes ou les gens qui sont, par exemple, plus à droite et qui ne sont pas syndiqués, on n'entend pas beaucoup de travailleurs syndiqués se plaindre de leur syndicat. Il faut comprendre que le marché de l'emploi change, évidemment, à vitesse rapide. Là. Les jeunes sont moins syndiqués. Le taux de syndicalisation des jeunes est inférieur parce qu'il y a plus de travailleurs autonomes, il y a plus de gens qui travaillent du côté privé. Donc, il y a un changement, il y a un shift. Là. Puis les emplois très protégés, qui coûtent très cher aux entreprises, très structurés puis très rigides, bien, les entreprises essaient d'en avoir le moins possible. Donc, les travailleurs syndiqués prennent de l'âge. Et ça crée un conflit. On va en parler tantôt du conflit des générations qui c'est en train de nourrir. Il y a ça qui est comme trame de fond, je pense. Le carcan, il s'applique plus à une génération qu'à une autre. Est-ce vrai que les travailleurs sont pris au piège et enfermés? Bien, c'est sûr. On les entend pas le dire. C'est un gars comme toi qui le dit. C'est sûr qu'ils peuvent pas le dire. Tu penses-tu que quelqu'un qui commence à chialer contre son syndicat, qui est un travailleur dans une usine, ça va faciliter sa vie? Pensez-vous vraiment qu'il a intérêt à se mettre son syndicat à dos? C'est pas évident. Il faut juste savoir... Puis là, je sais que la CSN, ils vont me dire qu'eux autres rendent public leurs états financiers. Là. Bien, totalement. Même M. Legault le reconnaît. Même M. Legault le reconnaît. Mais quand un travailleur veut avoir accès à où va son argent qu'il investit dans son syndicat, vous pensez pas qu'il est ostracisé sur son milieu de travail? Automatiquement, il se fait dépeindre comme un antisyndical parce qu'il veut juste savoir qu'est-ce qui se passe avec l'argent qu'il lui donne à tous les ans. Mais si lui est ostracisé, c'est qu'il est minoritaire. La majorité des travailleurs, est-ce que ça fait leur affaire si on les entend pas? S'ils sont pas dans la rue contre leur centrale? OK. Le problème de démocratie syndicale, là, c'est que ça n'a de démocratie que le nom dans bien souvent, malheureusement. Là. D'ailleurs, pour adhérer à un syndicat... Non, mais pour rentrer un syndicat dans une shop, là,
OK, l'employeur n'a pas le droit d'informer ses travailleurs parce que ça va être considéré comme de la propagande antisyndicale. Mais par exemple, les syndiqués ont le droit de te faire croire n'importe quoi, d'aller cogner chez vous à 10 h le soir pour te faire signer une carte d'adhésion ou de te pogner dans un parking, dans un coin, puis de te menacer de signer ça. C'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Ben oui, mais écoute bien. Ben oui, Comment tu syndiques un groupe? As-tu vu Amazon? Qu'est-ce qu'on a été obligé de faire à CSN? Oui, puis ils ont fermé, on a gagné là-dedans. Non, mais on est obligé de le faire mais s'il vous plaît, à cachette. À ce qui vient d'être dit, parce que Ben, là, on parle de menaces, on parle d'intimidation, J'en ai fait 3. on parle de bullying. J'en ai fait 3 maraudages dans mon propre syndicat. C'est sûr que des fois, ça brasse entre les organisations syndicales qui maraudent. Entre les travailleurs aussi. Ça veut pas dire que les travailleurs sont pas pris à un moment donné. J'en ai vu des madames là, qui ont signé une fois FTQ, CSN, FTQ. Mais de façon générale, dans une assemblée syndicale, moi, j'ai fait pas mal plus d'assemblées où le monde est en beau joie le vert après moi, puis en beau joie le vert après leur syndicat, que des assemblées un peu au modèle irakien, là. Mais je vais vous donner un autre exemple, là, d'abord. Où que tout le monde vote à 98 % à l'unanimité. Première des affaires. Deuxième des affaires. Non, mais je t'arrête là, 2 secondes, parce qu'il y a quelque chose qui vient de dire, là, voter comme ça, c'est un autre problème, là. Mais non, c'est le vote secret, là, pourquoi que vous battez contre les votes secrets depuis des années? Pourquoi qu'il faut que ça soit des votes... Un vote de grève, c'est un vote secret. Non, le vote de grève, mais comment c'est que les autres grèves, les autres votes, eux autres, ça peut pas être des votes secrets? Pourquoi? Ben oui, mais là, tu vas-tu passer ta vie à voter? Je veux que le syndicat organise un party de Noël. Je veux que mon syndicat donne de l'argent aux organisations. Pour adhérer à un syndicat, c'est quand même majeur. Il faut que tu signes une carte. Ben oui, mais tu votes pas. Mais non, mais c'est sous des conditions dont on vient de décrire. Pourquoi qu'on n'a pas un vote secret? Parce que la façon dont on organise un syndicat, ça amène le ministère du Travail à confirmer. Moi, je me ferais pas élire comme avec une pétition. Là. Je vais me faire élire avec un vote secret. En démocratie, ça prend un vote secret. Les syndicats se sont toujours battus contre le vote secret. Écoute, même un libéral comme M. Couillard à l'époque qui avait envie de se laisser tenter par les mesures mises de l'avant par Harper sur l'autorisation d'un vote secret, vous avez dit, finalement, on n'ira pas là. On n'ira pas là parce que l'exercice de syndicalisation qui est confirmé par les agents du ministère du Travail, quand ils confirment ta majorité, tu l'as. Si tu t'en vas au vote après, qu'est-ce que l'employeur va faire? Il va s'inviter dans le vote, là. Hein, parce que ça va durer mais c'est normal que l'employeur renseigne les employés de qu'est-ce qui va arriver s'ils sont syndiqués. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, regardez, voici l'impact que ça va avoir, voici mes revenus, voici ce que ça va me coûter, je vais être dans le trou. Pensez-vous vraiment que je vais continuer à travailler à perte parce que vous votez quelque chose? Je pense que c'est important que les travailleurs aient cette information-là. Il y a bien des usines, puis il y a bien des places qui ont fermé à la suite de la syndicalisation que s'il y avait su ces employés, ils auraient probablement voté différemment. Est-ce que tu penses que honnêtement, là, dans une entreprise en difficulté, si on fait la démonstration, moi j'ai déjà vu la CSN ou d'autres dire, je suis pas sûr que vous syndiquer, c'est une bonne idée. Dans le contexte actuel de l'entreprise. Mais c'est pas juste des entreprises en difficulté. Mais de façon là. générale, quand tu signes une carte d'adhésion, les travailleurs, ils nous disent tout ça, là. Moi, tu perds ma job, parce que la première chose qui peut t'arriver, là, si jamais le patron, il apprend qu'Éric Duhem organise un syndicat, ce qui serait étonnant, là, mais mettons que tu décides d'en organiser un. Je fais un Bernard Dréville de moi, je vais à 180. Non, mais t'organises un syndicat, puis le patron l'apprend, qu'est-ce qui va se produire? Il va te foutre dehors. C'est ça qu'il va faire. Attends une minute, là. On parle pas d'entreprises en difficulté. Là. McDo, Walmart, Amazon. On a eu des entreprises, des multinationales au Québec qui ferment. Là, alors, qui a le rapport de force? C'est le McDonald's puis le Walmart ou c'est les travailleurs? C'est l'entreprise. Ils auraient pu renseigner leurs employés. Ils auraient pu les prévenir de ce qui leur arriverait. Ces travailleurs-là étaient abandonnés puis laissés à eux-mêmes à cause parce qu'ils ont cru au syndicat. Penses-tu que le Walmart à Jonquière a fermé parce qu'il n'était pas capable de payer ses employés? Non, c'est parce qu'il ne voulait pas faire de précédent. Il ne voulait pas s'encarcaner avec des syndicats. Non, c'est merveilleux. C'est exactement ce que je voulais. Puis je peux vous confirmer que personne ne fait semblant en ce moment. Là. C'est vraiment... Ah, ben non. Non, mais c'est merveilleux. On a passé le temps. Il y a... c'est quand même un détail. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue la conversation là-dessus. Il n'y a pas de souci. La démocratie syndicale, j'ai pas saisi, moi, par exemple, c'est quoi l'opposition des syndicats au vote secret? C'est-à-dire qu'il y a des votes à main levée, là, des fois. Il y a des signatures de cartes aussi. Des signatures de cartes aussi. Non, mais quand le vote de grève, le renouvellement d'une convention collective, ça prend un vote. Le Code du travail l'encadre, c'est ça l'essentiel. C'est juste ça qui a besoin d'un vote secret. Mais c'est fondamental. Le budget, non, mais je suis pas contre ça. Tu peux voter le budget. Dans un congrès, dans une assemblée, quand il y a des votes, est-ce que c'est vrai qu'il y a le vote à main levée comme ça? Sur différentes questions, oui, il peut y avoir des votes à main levée. Et là, quand on dit qu'il y a peut-être de l'intimidation,
qu'il y a peut-être du bullying, puis qu'avant qu'on aille faire le vote, puis que ça parle dans le couloir, Oui, puis que ça se regarde de même. C'est fait par des humains. Oui, mais c'est-tu démocratique, tout ça? Non, mais de façon générale, la démocratie puis la volonté des membres qui participent, parce qu'il faut que les gens participent aussi, hein? Parce que ça aussi, c'est un défi. Là. Des fois, les gens disent « Fais une assemblée syndicale, je me suis déjà fait engueuler par Michel Chartrand, moi, parce que j'avais été élu d'une assemblée où il n'y avait pas 10% des membres. » Puis il avait raison. Il n'y avait pas de quorum. Il avait raison. Non, mais il y avait eu un vote quand même par référendum avant. Mais ce que je veux dire, sur les questions essentielles encadrées par le Code du travail, il y a un vote secret pour s'assurer justement que tu peux voter contre la grève. Tu peux voter pour contre adhérer le projet à un de convention syndicat ou collective. sortir le syndicat de ton entreprise, il n'y en a pas. Tu peux, tu peux enclencher une procédure de désaffiliation qui va t'amener à voter sur tu restes-tu dans le syndicat ou pas. Absolument. Mais là, faut que tu... Mais c'est collectif, par contre. C'est pas individuel. C'est collectif. Pourquoi on est aussi syndiqué au Québec, Éric? Pourquoi il y a plus... Parce que les lois protègent plus les syndicats, parce qu'on a un code du travail qui donne des avantages. Pas tombé du ciel, qui donne des avantages. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme québécoise ou dans l'agir collectif? Non, je pense québécois? pas que c'est l'âme québécoise. Je pense que c'est vraiment les lois québécoises qui favorisent le syndicalisme au Québec. Mais les lois sont votées, sont adoptées. OK, dans ce sens-là, pourquoi on est la société la plus syndiquée en Amérique du Nord? Le fait que depuis 70 ans, on est focalisé entre des oui et des non plutôt que la gauche et la droite, c'est sûr que ça contribue à ça. Le fait qu'au Québec, on débat pas de la place de l'État dans nos vies, mais on débat plutôt de la place du Québec dans le Canada. Je pense que ça a détourné l'attention et ça a fait en sorte que toutes sortes de choses comme celle-là se sont produites. Là. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on redevienne une vraie démocratie. Là. À peu près partout dans le monde, là, ils se battent pas en des oui et des non. Là. Ils se battent entre la gauche et la droite. Là. C'est la base de la démocratie dans l'Occident, dans à peu près tous les grands pays ou les grandes démocraties. Puis au Québec, on a échappé à ça. Fait que là, c'est le temps de revenir. C'est pour ça que moi, je me suis investi dans le Parti conservateur puis que je veux qu'on polarise sur un axe gauche-droite. Je pense que c'est important parce qu'on est en train... Ça a un impact, là, ça. Là. Le fait d'avoir une société plus syndiquée, c'est sûr que ça rend le Québec moins attrayant à plusieurs égards. Puis que c'est normal que les entreprises ne veulent pas être pris dans un carcan. Ils veulent pas la rigidité. Regardez juste ce qui se passe dans les hôpitaux. Là. Un domaine que M. Letourneau connaît bien parce qu'il a travaillé dans le domaine de la santé. Bien sûr. Mais... Je veux dire, regardez le nombre de syndicats qu'il y a là-dedans. Pourquoi que les médecins veulent aller travailler dans le privé, vous pensez? Pourquoi que les infirmières veulent travailler dans le privé, vous pensez? C'est pas parce que c'est pas juste une question de salaire, c'est une question de flexibilité. Conditions de travail. Flexibilité qui n'est pas présente dans le domaine public. Et c'est parce que tu peux pas gérer quand il y a 15 syndicats sur le plancher, puis que tout le monde c'est la couleur de son bar, puis qu'il y a du corporatisme. Il y en a eu des regroupements un peu, là. Mais il y a du... Non. Ben non, ils ont tous regroupé avec l'agence Ils se sont regroupés. Mais moi, j'aimerais ça quand même rebondir sur pourquoi le taux de syndicalisation est plus élevé au Québec. Puis je veux rebondir sur l'histoire gauche-droite aussi. Ben, je vais commencer par gauche-droite. Je pense que malheureusement, la question gauche-droite, on la réglera pas ou on la vivra pas sur le plan politique tant que la question nationale ne sera pas réglée. Et elle se réglera peut-être jamais, la question nationale. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve une façon un jour de la régler, soit par l'indépendance ou par la constitution d'un véritable rapport de force devant Ottawa pour être capable de décentraliser cette fédération-là qui pourrait devenir une confédération. Puis moi, pour avoir été président d'une confédération syndicale, je peux te dire que l'autonomie et l'indépendance de ses composantes, c'est bien différent d'une fédération. Mais moi, j'ose une explication que Éric partagera pas, mais le syndicalisme au Québec, il fait partie de l'histoire sociale, économique et politique du Québec. La Caisse de dépôt et de placement, là, qui s'appelle plus Caisse de dépôt et de placement du Québec, d'ailleurs, je trouve ça assez épouvantable. C'est comme si on l'avait... C'est la Caisse. On l'a dénationalisé, ça. Moi, je trouve ça épouvantable. Mais Marcel Pepin, l'ancien président de la CSN, Louis Laberge, Jacques Parizeau, hein? Le bas de laine des Québécois au service du développement économique tout en préparant ta retraite. Le ministère de l'Éducation, le nécessaire rattrapage qu'on avait à faire, nous, les Canadiens français, par rapport au reste du Canada au niveau de l'éducation postsecondaire. C'est le fruit des luttes sociales et syndicales, ça. Les femmes sur le marché du travail. Donc, il y a quelque chose dans la Révolution tranquille puis dans l'histoire du Québec, bien qu'imparfaite, qui fait qu'il y a une dynamique qui est peut-être lié à notre histoire catholique, le catholicisme social. Je vais peut-être être d'accord avec toi là-dessus, Jacques. Il y a quelque chose dans notre ADN, la survivance canadienne-française. Moi, je viens de Thetford en 49, ils se battaient pas juste pour faire ramasser la poussière d'amiante pour avoir des meilleurs salaires. C'était le droit de travailler en français.
Ça n'existe pas ça en Ontario, en Alberta, pas en Non, mais il y a quelque chose où il a raison, là, puis c'est le prof d'histoire en lui qui ressort, j'imagine, mais c'est vrai que par la Révolution tranquille, on a beaucoup remplacé l'Église catholique par l'État, puis en quelque part par les syndicats aussi. Il faut savoir, un syndicat comme la CSN est quand même issu d'abord et avant tout de la religion. Là. Donc, il y a eu un impact, une influence religieuse là-dedans, et c'est sûr qu'on a un passé très catholique qui peut-être se transpose dans des institutions comme les centrales syndicales aujourd'hui, même si... Ou dans l'État social. Oui, ou même dans l'État social à certains égards, mais oui. il reste peut-être plus grand-chose, honnêtement, du catholicisme dans les syndicats, mais l'esprit qui les a fait émerger, c'est sûr que ça vient de là. Tu sais qu'il y avait encore des aumôniers dans des conseils centraux de la CSN Jusqu'à au quand? début des années 80, alors qu'on s'est déconfessionnalisé en 60. Et toi qui se promènes partout à travers le Québec, va dans les anciennes commissions scolaires. Il y a dans des bureaux de syndicats, il y a encore des crucifix. Oui, ça, je le vois partout. Hein? C'est fascinant quand même. C'est très culturel. C'est encore d'actualité. En 2026, on voit ça. Dans L'Illusion tranquille, qui est un documentaire dont on vient de souligner le 20e anniversaire il y a quelques semaines. De Mme Marcotte. De Mme Joanne Marcotte, qui est venue ici, qui était assise exactement à ta place. Dans le fauteuil rouge. Peut-être que tu vas sortir de là puis tu vas penser différemment. Elle, dans ce documentaire-là, il y a une personnalité, un professeur qui s'appelle Régent Breton, qui est décédé aujourd'hui, et qui dit à Joanne Marcotte, il dit, on réfléchit pas suffisamment à un détail quand on pense aux syndicats. Dans un monde gouverné par des syndicats, ou dans un monde où les syndicats ont beaucoup d'influence, ce n'est pas la compétence qui a préséance, c'est l'ancienneté. Et ça, moi, ça a changé ma vie, moi, quand j'ai entendu cette phrase-là, parce que je me suis rappelé avoir eu un travail syndiqué et avoir vu des gens qui étaient plus anciens que moi, qui avaient plus d'ancienneté que moi, hériter des meilleurs horaires, hériter des tâches souvent les plus faciles, parce que ça se sélectionnait de cette façon-là. Obtenir des postes, obtenir des postes, et ils n'étaient pas forcément meilleurs. Ils avaient réussi, en fait, à obtenir une permanence, puis ils avaient gardé... Après, ils étaient devenus engagés à vie. Ça, Jacques, est-ce que c'est un truc quand même qu'il faut être capable de critiquer quand on est syndicaliste? Mais c'est pas vrai, ça, d'abord. Ben quand oui, tu es embauché, je vais m'expliquer, tu iras après. Bon, quand M. Drainville est sorti sa permanence des fonctionnaires, je me rappelle d'en avoir débattu avec Carl Blackburn, qui est un ancien du Conseil du patronat du Québec. Là. Blackburn, qui n'est pas identifié comme étant la gauche puis pro-syndicale. On a débattu de ça, Isabelle Maréchal, et moi, je rappelais qu'une fois que tu as ta permanence dans la fonction publique, il faut voir qu'à l'origine, c'était pour séparer le rapport politique avec la gestion de l'État, pour éviter justement qu'on intervienne dans l'administration de l'État en faisant de la petite politique. Donc, à un moment donné, tu assures une stabilité dans le fonctionnement de ton État en donnant la permanence après 2 ans, 3 ans, peu importe, là, le nombre d'heures que tu as travaillé. Mais une fois que tu as ta permanence, je suis désolé, mais si t'es pas bon, le boss peut te congédier, là. Il n'y a rien qui empêche un employeur qui prend ses responsabilités puis qui monte un dossier à un employé de le congédier. Non, il n'y a rien. Non, mais c'est très compliqué. Là, on s'entend que ça arrive, que c'est rarissime. C'est compliqué, certain. Écoute, une lettre au dossier, une deuxième lettre au dossier. Des profs congédiés pour incompétence au Québec, il y en a combien par année? Écoute, je ne le sais pas. Il faudrait leur poser la question. Ça se compte ses doigts d'une main. Mais Christian Daigle nous disait, le président du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, que c'est par dizaines, voire centaines de dossiers qui sont appelés à gérer le congédiement pour l'incompétence des gens. Donc, que les boss fassent leur job dans la fonction publique. Mais je suis désolé. À Bedford, les professeurs ont toujours leur mais comment ça se fait que la direction n'est pas intervenue? C'est quoi cette histoire-là? Moi, j'en suis pas mais c'est qui défend les professeurs à Bedford? Écoute, c'est le syndicat. Il y a un code du travail qui a été modifié par les libéraux de Jean Charest à l'époque pour permettre de protéger le travailleur devant le méchant syndicat qui ne te défendrait pas. Ce qu'on appelle un 47-2. Nous, on l'a vu, le changement dans les syndicats. Les gens ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est obligé quasiment de déposer un grief, alors que tu avais une certaine latitude avant. Moi, j'ai rencontré des employés à l'hôpital Charlemagne où je leur ai dit, il n'est pas défendable, votre grief, on ne le déposera pas. Puis le grief, même quand tu le déposes, il n'appartient pas à Éric Duhem, il appartient à l'Assemblée du syndicat. Donc, tu peux faire le débat en Assemblée pour dire, ces griefs-là, on ne les défend plus. Alors, c'est vrai que les syndicats sont un peu pris légalement dans une dynamique comme celle-là, mais... Je vous le garantis, faites venir des gens de ressources humaines, des profs des HEC, il n'y a rien qui empêche un patron de congédier quelqu'un qui est incompétent. Mais sur l'ancienneté, parce que tu ne m'as pas répondu sur l'ancienneté, est-ce que c'est un principe qui ne ralentit pas la productivité au Québec, qui ne récompense pas aussi les jeunes? Je ne crois pas ça. Ça veut dire que donc une infirmière qui a 20 ans d'ancienneté, puis elle obtient un poste de jour enfin, parce qu'elle a travaillé toute sa maudite vie de nuit, de soir, tu vas lui dire « Ouais, mais il y en a une jeune là, qui voudrait l'avoir de jour parce qu'elle a des enfants, puis ça ne marche pas de même. » Est-ce que c'est parfait, l'ancienneté? Non.
Je dis pas que c'est un principe qui est parfait, mais à un moment donné, c'est une forme de reconnaissance aussi sur ta contribution pour prendre tes vacances. Moi, quand je suis rentré dans mon hôpital, j'avais des jeunes enfants, il fallait que je prenne mes vacances au mois de mai, puis au mois de septembre, puis je disais, ouais, mais j'aimerais ça prendre l'été, mais ils disaient, ouais, mais les plus vieux, ils les ont déjà pris au mois de juin, pas au mois de septembre, puis c'est comme ça que ça marche. Une des C'est pas raisons parfait, pourquoi je me mais- suis impliqué en politique puis pourquoi je suis très critique des syndicats, c'est exactement le point que Rémi, tu viens de soulever. Moi, j'ai adhéré à l'ADQ quand Mario Dumont s'est mis à défendre à l'abolition des clauses orphelins. OK? Parce que les syndicats ont longtemps défendu le fait que tu pouvais embaucher du monde. Ils étaient obligés, les jeunes, de payer des cotisations syndicales, mais il n'y avait pas les mêmes conditions. Ils n'étaient pas couverts par les privilèges des plus vieux. C'était carrément une clause anti-jeune, là, anti-jeunes travailleurs. Et on s'est battu pendant des années contre les syndicats pour faire avancer ce dossier-là. Je ne sais pas si, Jacques, tu devais être à CSN dans ce moment-là, puis tu devais défendre les clauses orphelins. Absolument pas. Mais ça a été une grosse bataille pour nous. Non, mais c'est une bataille, entre guillemets, de droite. Là. Ben C'est non, considéré... mais Éric, hey, l'abolition des clauses orphelins, les doubles échelles salariales syndicats... On peut-tu rappeler c'est quoi, par contre, la clause Ben, orphelin? c'est-à-dire que tu avais des conditions différentes. Quand Ça t'es existe jeune- encore, pas au Québec, mais ça existe encore, mettons, aux États-Unis, dans l'industrie de l'automobile. Tu as un jeune qui gagnera jamais le même salaire qu'un plus vieux. Parce Les qu'ils syndicats ont n'ont jamais été Ils d'accord ont avec ça. signé des vieilles conventions collectives qui sont trop généreuses. Puis là, plutôt que de les revisiter, ils les gardent. Puis ils embauchent des jeunes en cheap labor. Là, j'ai l'impression que je vais Non, avoir mais c'est- aucune c'est- définition objective C'est de ce ça, que c'est ça des clauses de part et orphelins. d'autre. Mais c'est quoi une convention généreuse? Quand le premier ministre du Québec dit au Québec C'est vous quand créez tu des payes- jobs à 35-40 piastres de l'heure, t'es pas contre ça, toi? Ben, je m'excuse, là, mais il y a du monde qui nous écoute, qui gagne 25$ de l'heure en Oui. base, puis qui gagne très honorablement Puis- leur vie, puis sont très heureux. Puis je suis tanné qu'on dise, là, ça prend des bonnes jobs. Pareil comme ceux autres, c'était de la merde ce qu'ils font. Je m'excuse, Pas mais ça le que je travailleur dis. qui travaille au petit salaire, là, Pas ça moi, il y a que je autant dis. de respect que celui qui gagne 100 000. Fait que j'aime pas ça, l'approche de dire toujours qu'il faut que ça soit des grosses jobs. Puis qu'est-ce que ça fait des grosses jobs? Ça fait des gros fiascos comme Nordvolt parce qu'on investit dans des ballons, parce qu'on veut des grosses Mais il y avait jobs, pas un puis employé on donne syndiqué pas... dans Nordvolt, là. On n'a même pas, Puis on a même pas posé un on clou. dévalorise les travailleurs dans l'industrie forestière, on dévalorise les gens en agriculture, on dévalorise les gens qui n'ont pas tous des jobs payants. Sais-tu, c'est Puis- quoi le salaire médian d'un membre à CSN? Ça tourne au cours de 53, 54, 55 000. Donc, moi, je ne suis pas le porte-parole des hauts salariés. Moi, je reprends juste une rhétorique sur la question du pouvoir d'achat des salaires. Alors, je dis juste... Mais François que quand- Legault a parlé de ça toute sa carrière. là. Ben oui. Il n'arrête pas de parler qu'il faut Ben créer oui. des grosses jobs, des Sauf grosses qu'ils ne jobs. montent pas le salaire minimum. Puis, quand il y a un syndicat dans un abattoir de poulet à Vallée-Jonction qui fait la grève passer Chez de Olimel, 22 tu parles? à 24, ben, tu te fais appeler comme président de la CSN, tu te fais dire, ben là, M. Les Tourneaux, vous exagérez, la coop fédérée n'est pas capable. Mais ils ont fermé Puis, aussi. Ben oui, ils ont fermé. Ils ont fermé. Ben Un oui, autre bien sûr. réussite syndicale. Dans des conditions absolues. As-tu déjà visité l'abattoir Ben oui. à Vallée-Jonction? Moi, c'était mes chums avec qui j'étais allé à l'école à Thetford. Alors, ils disaient pas, à Vallée-Jonction, on gagne 22 piastres de l'heure. Il y aurait bien aimé en gagner 30 puis 35 quand le coût des loyers... tout le monde veut skidé. gagner plus cher. Puis, Mais- bon. Mais c'est quand est-ce que ça devient déraisonnable, mettons? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? C'est le marché. C'est pas le syndicat qui doit déterminer les prix, c'est les marchés. Est-ce que c'est rentable ou non? Puis c'est ça que je trouve que des fois, vous vous battez contre l'économie puis contre la réalité. Un moment donné, là, il y a des industries où tu peux pas payer plus cher, même si tu voudrais, parce que sinon, la concurrence va te bouffer. Mais on vit C'est avec. pas compliqué, Mais là. on vit avec. C'est ça qui nous est arrivé. Il y a un paquet d'entreprises puis d'industries aujourd'hui au Québec qui n'existent plus ou qui vivotent parce qu'on leur a rentré dans la gorge des conditions que l'industrie n'est pas capable d'absorber. Ils sont Puis- partis. Ils ont Ben, c'est ça. délocalisé la production. Mais c'est pas positif, ça, là. Donc, il aurait fallu pas les syndiquer, pas les défendre. Il n'aurait pas fallu améliorer leurs conditions Non, mais salariales. il faut, puis de tenir, travail. il faut tenir compte de la réalité économique. On peut pas aller à sens contraire de la réalité des marchés puis de la concurrence. Mais t'es conscient, Éric, que quand tu dis ça, un travailleur qui t'écoute se dit, mais il parle-tu à mon nom? Ou Ben il oui, parle on veut au nom sauver des le job. propriétaires, puis des actionnaires, puis des membres Faut du conseil arrêter de d'administration? penser que le travailleur il est contre le boss. Les deux ont le même intérêt, c'est d'améliorer leur sort. Puis c'est correct que le travailleur veut faire plus d'argent, mais c'est aussi correct que le boss veut faire des profits. Un moment donné, il faut arrêter. Mais Éric, le syndicat Mais n'est pas contre le boss. Voyons, 95 des conventions collectives sont négociées sans aucun conflit de travail. Fait que, puis, on donne la main OK. au patron après. Mais Jacques, pourquoi Hein? c'est au Québec qu'on a le plus de conflits de travail? Parce que tu as un taux de syndicalisation peut-être plus élevé, puis ça a été relativisé, cette question-là. Hein, parce qu'à un moment donné, on disait que ça avait explosé, mais moi, je vais te dire, j'ai pas de problème avec ça. Il y a eu une augmentation des conflits de travail ces dernières années parce que, justement, il y a eu une poussée inflationniste et les gens ont fait du rattrapage. Dans le privé, là, les patrons, ils en donnent. Je vais t'en sortir des conventions. On est à les boss Montréal, qui ont là. donné du 5 d'augmentation. Puis, puis Prends ils un l'ont fait exemple pour garder très leur monde. contemporain. Là, il y a quelques mois, il y a eu un conflit de travail avec la STM ici à Montréal. OK? Oui. Ben, ils ont C'est-tu réglé? C'est pris réglé? en otage
les usagers, qui sont toujours bien pas des hauts salariés, là. Puis il y a des gens pour qui c'était important. Non, mais... Mais bien sûr, je sais, j'ai débattu ça toute ma vie. Moi, ce syndicalisme-là, je suis plus capable. Là. Tu sais, dire qu'on va défendre les pauvres alors qu'on les empêche d'aller travailler. Non, c'est pas ça. Mais premièrement, les gens qui travaillaient au STM, c'était pas des bas salariés, là, on s'entend. Là, c'était pas du monde au salaire minimum. Là. Bon, puis on a empêché le monde d'aller travailler, on a empêché du monde d'aller à leurs examens médicaux, on a empêché... Je pense qu'on n'est plus là-dedans. Au Québec, il faut évoluer. Comment ça se fait que partout ailleurs, en Occident, les grèves, ça diminue comme une peau de chagrin, puis qu'au Québec, toi, tu te fais quasiment bretelles parce qu'on est les champions des grèves. Moi, j'ai rien d'être fier de ça. C'est une honte d'avoir ça. Il y a des grèves encore en Italie, en France. Oui, mais au Québec, on en a plus que partout sur le continent. Et si le taux de syndicalisation n'était pas rendu aussi famélique aux États-Unis, puis qu'il était encore à 30 %, il y aurait des grèves partout en ce moment aux États-Unis par rapport aux politiques de Trump. Mais c'est parce que le problème, moi, j'ai déjà dit dans un débat, je pense, avec la gang de Zone Économie, on peut aller en Corée du Nord, là, le droit de grève, il n'existe pas. Puis en Chine populaire non plus, il n'existe pas. Mais là, prends pas des exemples extrêmes. Là. Prends l'exemple de nos voisins. Là. Prends l'exemple, on est au Canada, nous autres. Là, on vit dans une réalité nord-américaine. Puis nos voisins n'ont pas le carcan syndical qu'on a au Québec, puis ça désavantage l'économie du Québec. Puis ultimement, le travailleur du Québec. Les ouvriers américains, ces avantages. Oui, parce qu'ils ont plus de flexibilité. Non, mais il y a c'est une bonne question qui vient de poser. Éric, ils votent pour Trump en disant qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat puis sont plus pauvres aujourd'hui puis que le job est délocalisé. Attends. Les gars là, qui sont en conflit de travail, là, c'est rare qu'un conflit de travail, il y a des gagnants. Habituellement, il y a des perdants des deux bords. Parce que c'est ça que ça provoque. Quand tu es en grève là, pour une longue période de temps, là, c'est dur. Surtout qu'il y en a qui n'ont même pas droit à des allocations pendant leur grève. Ils n'ont absolument rien pour nourrir leur famille. Puis le boss aussi perd de l'argent. Là. Tout le monde perd dans des conflits de travail. Puis au Québec, on en a trop de conflits de travail. On est-tu d'accord avec ça qu'il faut éliminer les conflits de travail? Mais non, mais tu vas éliminer les conflits de travail par le règlement d'une convention collective. Là. Je veux dire, il y a un conflit le jour où entre le syndicat et le patron, on ne s'entend pas. Et le droit de grève existe encore dans le Code du travail. Là, tu as vu ton ami Jean Boulet, il a passé... c'est mon ami. Non, mais sur la question de la transparence mais je l'ai appuyé sur le projet de loi 3. Mais moi, je ne l'ai pas Boulet. Hein. Il s'est même inspiré de mon livre, je pense. Ah oui, c'est possible. Tu as volé des idées. Non, mais cette fameuse loi-là, la 14, je pense, qui a été adoptée. Là, la réforme qui limite... Non, mais qui limite, là, je ne parle pas de la transparence financière. Ça, c'est la 3. Celui qui limite le droit de grève. Moi, j'ai toujours dit... Quand il est question de santé publique, quand il est question de sécurité publique, c'est normal. Même les policiers, les pompiers n'ont pas le droit de faire la grève. T'aurais-tu appuyé mon projet de loi? Moi, j'ai déposé un projet de loi quand il y a eu le conflit de travail à STM. J'ai dit qu'il faut rendre ça comme un service essentiel. Et il faut qu'il y ait un minimum. Mais il y a eu des services essentiels. De 80 très peu. Puis, non, mais ça fermait bien trop de bonheur. Le monde qui ne travaillait pas dans certaines heures. Puis Mais est-ce que tu es d'accord qu'on dise que le transport en commun doit être un service essentiel? T'aurais-tu voté pour mon projet de loi? Il y en était question et dans le dernier conflit et il y a 20 ans, on s'est toujours entendu avec l'employeur devant le tribunal administratif du travail. Voici les services essentiels à la société de transport. Mais c'était pas assez. Mais c'était pas assez. Toi, il n'y aurait pas de droit de grève. Il l'aurait fait quand, la nuit? Quand mais non, mais 20 c'est assez. À 1 heure du matin jusqu'à 6 heures le matin? Je veux qu'on atterrisse en douceur puis qu'on remplisse. C'est pas déjà fini? Non, c'est pas fini. Il y a 2 sujets que je veux qu'on aborde, puis on l'a d'ailleurs promis, les jeunes. Oui. Mais avant, je veux vous faire jouer un genre de petit jeu un peu chien, c'est-à-dire que... Tu veux que je devienne patron? Syndicaliste. Enfin, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que Jacques Letourneau... les syndicats doivent améliorer ou doivent arrêter de faire? Qu'est-ce qu'ils doivent changer dans leur pratique? Oui. Ben moi, j'ai été à la présidence de la CSN un partisan du renouvellement du syndicalisme. Ils vont aimer ça. Mais pas pour les affaiblir, pour se renforcer là où, malheureusement, il y a bien des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas représentés. On parlait de la restauration rapide tantôt, tu sais, les McDo qui ferment, les Burger King, tout ça. C'est impossible de les syndiquer pour différentes raisons. Moi, j'ai défendu à l'époque une approche, Éric va doublement aimer ça, d'adhésion individuelle. C'est-à-dire créer une association. Oui, mais pas pour disposer du regroupement collectif prévu au code, mais pour aller là où les travailleurs sont laissés un peu à eux-mêmes en fonction du marché, puis bon, avec des conditions souvent qui sont malheureuses ou qui sont pas... Alors moi, j'étais quand même favorable à cette idée, mais c'est plus facile à dire, admettons, qu'à faire. L'autre chose, puis je pense que les syndicats... Je t'en demande juste une, puis tu vas m'en donner 2. Non, mais j'ai aucun problème avec l'idée de faire le débat sur la productivité, l'efficience et l'efficacité, y compris dans le secteur public québécois.
effectivement, quand, surtout dans la dernière négociation, on est quand même allé chercher des rehaussements de salaire assez importants, là, 17,5. Très important. Il me semble qu'à un moment donné, tu parlais tantôt de l'explosion des coûts, parce que ça augmente, surtout avec la CAQ. Là, on a réinvesti massivement dans les services publics, on a encore des problèmes d'organisation des services et du travail. Moi, je pense qu'on devrait ouvrir une réflexion là-dessus, au-delà des salaires, au-delà de l'ancienneté, comment on peut réorganiser le travail dans les services publics au Québec pour les rendre plus accessibles et plus flexibles. efficaces. Éric Duhem, qu'est-ce que les syndicats ont apporté de précieux au Québec? Bien, c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui négocie les conditions de travail, surtout pour les gens à faible revenu, je pense que c'est là que c'est le plus important. Je pense que ça a eu un bénéfice. Mais la réalité a changé aussi. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est plus scolarisée, moins syndiquée, plus travailleur autonome, qui travaille même plus à la maison dans bien des cas. La nouvelle réalité est très mal adaptée pour le syndicalisme. C'est pour ça que à peu près partout en Occident, on voit que les taux de syndicalisation diminuent lentement, mais sûrement. Puis ça risque de s'accélérer dans les prochaines années parce que c'est un modèle de la révolution industrielle. C'est pas un modèle pour la révolution technologique dans laquelle on vit. Et je pense que c'est un... Puis ça devient de plus en plus une espèce de dinosaure dans bien des industries puis des domaines. Donc, il faut soit qu'il va y avoir un renouvellement, puis j'aime beaucoup l'idée que Jacques vient de soulever là, sur l'adhésion libre et volontaire. Je pense que ça, juste enlever l'aspect coercitif, ça serait déjà, tant qu'à moi... Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai parlé de donner des nouvelles formes d'organisation où des sur une base volontaire. peuvent adhérer, mais je remets pas du tout en question non, mais moi, collective. Mais pour l'ensemble, moi, ça, je suis d'accord avec ça. Les gens qui veulent adhérer, tu sais, comme moi, je t'ai parlé de l'UDA tantôt. Mais de l'UDA, je n'étais pas obligé d'adhérer à l'UDA. Là. J'ai adhéré de façon libre et volontaire. Puis ça, je pense que c'est un modèle syndical qui serait plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Là. Parlons des jeunes, parce qu'ils sont nombreux à nous écouter. Ce sont les citoyens de demain. Ils ont déjà commencé à payer des impôts. Il y a beaucoup d'indices, à la fois aux États-Unis puis même au Canada. Le Québec, c'est un petit peu moins clair. Il y a une élection qui s'en vient. On va en avoir une idée claire de ça, mais il y a des indices, qui pointent vers une direction. Les jeunes seraient de plus en plus à droite. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que tu le constates? Tu as 3 enfants, je te demanderais quand même de ne pas juste les regarder. Droite, là, c'est... Ouais, c'est ce qu'on a cru comprendre tantôt, mais ça compte pas de regarder dans la chaumière et de dire non, ils sont à gauche. C'est pas représentatif nécessairement. Mais les amis de tes enfants, les jeunes qui sont dans l'espace public, les podcasters, ça commence à faire beaucoup. C'est sûr qu'on observe un certain conservatisme sur le plan culturel chez les jeunes hommes, je pense. Je pense qu'il y a des études là, qui démontrent qu'il y a peut-être un peu plus de conservatisme chez les garçons que chez les filles. En même temps, je trouve ça un peu paradoxal parce que qui dit conservateur ne veut pas nécessairement dire antisyndical. Tu sais, moi, des travailleurs conservateurs, membres d'un syndicat, ça existe, là? Ben oui. Tu l'as mentionné tantôt, là. Puis ils vont faire grève, puis ils vont se battre pour améliorer leurs conditions de travail. Mais sur le plan des valeurs, sur le plan culturel, ils sont peut-être un peu plus conservateurs. Moi, j'étais un X, peux-tu vous dire, puis toi aussi, peux-tu vous dire que c'était pas très, très à gauche, les X, là, mettons, c'était très en réaction aux boomers, tout ça. Les 18-35 ans, je regarde la cohorte, il y a quand même du 2012 là-dedans. Moi, mon gars, tiens, je vais le nommer, le plus jeune, qui est peut-être un peu plus conservateur, me disait au cégep, c'est pas mal la gauche encore, là, chez les jeunes. C'est sûr que c'est les profs aussi. Là. Fait que non, mais les étudiants, quand même, qui sont au collège, tout ça, fait que je suis pas aussi tranché, moi, sur ce changement de paradigme-là. C'est parce que c'est complexe, cette question-là, parce que je pense qu'il y a l'aspect culturel puis il y a l'aspect économique. Là. Et c'est sûr que moi, j'ai écrit un livre qui est l'État contre les jeunes il y a 15 ans ou quelque chose comme ça. Puis on le voyait venir. Puis l'ADQ, rappelez-vous, on était tous jeunes. Moi, dans le temps que j'étais avec Mario Dumont, il n'y avait pas personne qui avait de cheveux blancs là. Puis aujourd'hui, venez dans un rassemblement conservateur, je suis le plus vieux. Allez dans un rassemblement péquiste ou caquiste, vous allez voir que vous ne verrez pas beaucoup de monde qui n'a pas de cheveux blancs. Donc, il y a quand même, oui, il y a quelque chose. Puis pourquoi il y a quelque chose? C'est pas que les jeunes n'ont pas changé. Les jeunes, là, ils veulent la même chose que nous autres quand on était jeunes. Là. Ils veulent rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Ils veulent se fonder une famille. Ils veulent avoir une maison. Ils veulent avoir des bons salaires. Ils voudraient même mieux réussir que leurs parents. Mais aujourd'hui, la réalité a changé. Là. C'est la première génération qui va vivre plus pauvre que ses parents. C'est pas moi qui le dis, là. C'est statistique. Là. C'est une réalité. Puis là, c'est pas quelque chose qu'on anticipe, c'est quelque chose de réel. L'accès à la propriété. Les maisons sont 1 million en moyenne à Montréal. En banlieue, c'est 600 000. Je veux dire, ces jeunes-là ont même plus, à moins que papa et maman soient là, ont même plus le rêve d'accéder à la propriété. Ça explique peut-être aussi pourquoi ils ont un taux de fécondité plus bas, parce que c'est pas évident d'élever une famille dans un 3,5 au-dessus d'un métro. Là. Donc, il y a une réalité
Puis les dettes publiques, ils savent que c'est de l'impôt reporté. Quand le gouvernement annonce le pire déficit de son histoire, c'est qui va le payer? C'est pas le monde de 80 et plus, là. Et donc, ils ont... Puis la syndicalisation qu'on parlait tantôt, les jobs syndiqués, pour eux, sont moins accessibles qu'elles pouvaient l'être pour leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, la réalité des jeunes fait qu'ils ont un sentiment plus conservateur. Et puis l'autre élément, ça c'est l'élément économique, je pense, l'élément culturel, c'est qu'on a vu une poussée du wokisme ces dernières années qui origine des campus universitaires américains, il faut le dire. Puis j'ai l'impression que cette idéologie-là est un peu en régression, puis il commence à y avoir une réaction, là, une contre-culture par rapport au wokisme qui est allé peut-être trop loin. Puis aujourd'hui, on voit un certain équilibre, c'est la jeunesse qui l'incarne. Puis, tu sais, moi, je le vis, là, j'ai des candidats de 19, 20, 22 ans, puis des gens de 60, 65, 70, j'ai bien de la misère à me attirer, là. Mais, puis, tu sais, on est à quoi? 16% au moment où on se parle au Québec, chez les personnes âgées, là, dans toutes les régions, on est en bas de 10%. C'est une question qui est fascinante parce qu'il y a le sexe aussi là-dedans. Oui, les hommes, les filles. Il y a effectivement droite économique ou droite culturelle. Il y a les régions, les villes. Oui. Il y a les scolarisés, les moins scolarisés. Il y a plusieurs façons de le voir. Mais prenons le sexe. Moi, ça me fait peur parce que taux de fécondité bas, des filles très à gauche, des hommes de plus en plus à droite. Ça fait pas des enfants forts. Faut quand même... non, mais ça fait pas des enfants forts. C'est le cas de le dire. Il faut faire l'amour pour faire des enfants. Puis pourtant, on a un régime d'assurance parentale, on a des CPE, tout ça. En tout cas, il y a un débat là, sur le plan de la démographie qu'il faut faire. Sur les politiques familiales. Versus l'immigration. Ça, c'est sûr qu'il y a un débat qu'on doit faire. Puis et patron, et syndicats, et gouvernement. Si jamais M. Duhem devient premier ministre, j'espère qu'il réfléchira pas ça tout seul dans son bureau. Ou si j'ai la balance du pouvoir le 5 octobre. Il va convoquer la société civile pour le faire. Mais en même temps, je regarde. Moi, j'ai quitté la CSN, ça fait 5 ans. Puis je regarde un peu sur le site des conflits de travail, les assemblées générales. Il y a pas mal de jeunes qui sont présents dans les assemblées générales. Donc, peut-être qu'ils sont interpellés par une multitude d'enjeux, y compris sur le plan des valeurs. Ils ne sont pas forcément de gauche, culturel. On l'a dit tantôt. Mais ils sont dans leurs assemblées générales parce qu'ils vont aller voter de façon secrète en faveur de la grève pour des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Puis ils sont confrontés à ce qu'Éric expliquait. Le coût des loyers, des maisons, tout ça a explosé. Donc, j'aurais pas tendance à être aussi tranchant que certains le sont sur le choc de culture de génération. Je pense que quand on est jeune, on voit pas les affaires non plus puis la vie de la même manière que quand on arrive à notre âge vénérable. Mais Jacques, il y a quand même quelque chose de vrai. Là. Moi, je me souviens que nous autres, quand on était jeunes, on disait c'est à 20 ans, t'es pas communiste, t'as pas de cœur, puis c'est à 40, tu l'as encore, t'as pas de tête. Okay? C'était ça. C'était tout le monde. Puis c'était une blague, mais en même temps, il y avait un fond de vérité. Mais il y avait un fond de vérité là-dedans. C'est une blague de conservateur. Non, mais il y avait un fond de vérité là-dedans. Puis aujourd'hui, on ne sent plus ça. Au contraire, tu sais. Puis c'est sûr que chaque génération est toujours un peu en réaction contre celle de ses parents ou de ses grands-parents. Là, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Puis l'avenir pour ces gens-là, puis ça, peu importe votre idéologie, là, pensez-y, là. Est-ce que vous voudriez avoir 20 ans au Québec aujourd'hui par rapport à ce que l'avenir était quand nous, on avait 20 ans? Ah, tout à fait. Puis ça, là, je pense que c'est important. On est en train de... Puis moi, si je me suis impliqué en politique, à la base, tu sais, mon livre, c'était comment les baby boomers ont détourné le système, là, l'État contre les jeunes. On le voyait venir, là, puis là, on est dedans. Puis on a mal planifié l'avenir. On a pensé à la prochaine élection plutôt qu'à la prochaine génération. Tous les partis confondus au Québec en passant. Là. Mais tu sais, tout le débat là, sur le déficit zéro, sur le fonds des générations, le remboursement de la dette, on faisait pas ça à l'époque pour les jeunes. Là. Oui, moi, j'avais bien de la misère avec ça. On vient d'empiler le pire déficit de notre histoire. Et où la loi sur anti-déficit? Puis t'as-tu vu l'état des services publics en ce moment alors que ça coûte encore plus cher que ça c'est un autre déficit. Là. Le déficit de nos infrastructures publiques, c'est un déficit caché. Là. Non, mais dans le discours de génération de l'époque, là, on disait on le fait pour les jeunes, on veut pas leur laisser une dette, on veut pas leur laisser un héritage. Mais on l'a pas fait. Et nous, on disait faites attention. Moi, j'avais déjà dit à Mme Marois une fois dans un débat, elle était ministre des Finances, déficit zéro, mais faut pas qu'il y ait un déficit social, là. Parce que si la conséquence du déficit zéro, c'est qu'on est en train de déconstruire l'école, on est en train de déconstruire les hôpitaux, les centres d'accueil, les CLSC, les programmes sociaux, les services publics, on sera pas plus avancé. J'ai hâte de voir comment on va pogner ces questions-là dans l'avenir. Mais Jacques, le déficit, oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu l'adoption d'une loi anti-déficit, du déficit zéro. Mais comment c'est qu'on est capable d'empiler les pires déficits de notre histoire alors que notre gouvernement viole les lois à tous les ans? Là. Le gouvernement, s'il a réembauché des fonctionnaires, c'est parce qu'il devait en avoir besoin. Oui, je peux pas conclure autrement. La CAQ de François Legault, quand il a dit réduire l'appareil de l'État, ça, c'est comme toi, si jamais tu deviens premier ministre, ben, tu vas faire le contraire, toi aussi. Oui, parce qu'il y a des fonctionnaires qui donnent des services
service à la Oui, population. mais Jacques, il faut qu'il y en ait moins. Puis comment qu'on va faire ça? Pour Je vais donner moins de Non, mais, services? gars, je vais te donner ton domaine que tu connais bien, c'est en santé. Il faut instaurer de la concurrence. Il faut qu'il y ait du privé. Puis c'est quoi? Et il y a C'est la gauche. 35% des dépenses globales au Québec qui sont faites dans le privé en santé. Attends, Déjà, là, le système marche pas mieux. 1,1 milliard par semaine qu'on met. On a un monopole public qui ne fonctionne pas. Il faut permettre... Le rôle de l'État, c'est d'être un assureur puis s'assurer que les gens, peu importe leur revenu, ont accès à des soins. C'est pas d'offrir des soins dans des monopoles publics. Il Là. existe, Éric, le privé. Puis, attends, Va-t'en à Boucherville, là, tu sais qu'un médecin ne peut pas se désaffilier. Va-t'en C'est à comme les Boucherville. syndicats, ça. Tu es obligé Va-t'en à de... Boucherville, là, il y a 4 GMF, il y en a 3 qui sont privés. Là. Oui, mais Va-tu attends. mieux, le système de santé? Genre, tu sais qu'un médecin ne peut pas se désaffilier. S'il veut se désaffilier, il faut qu'il soit désaffilié au complet. Il peut pas avoir la Ah oui, pratique tout à mixte. fait, tout à fait. Il peut pas, on peut pas faire des chirurgies essentielles. On peut pas ouvrir d'hôpitaux privés au Québec. On peut pas. Il y a beaucoup de barrières. D'ailleurs, on a présenté un projet de loi avec Yuri Chassin puis le docteur Karim El Ayoubi récemment pour enlever le carcan, pour permettre de la concurrence, pour qu'on fasse comme en Europe. Là. Je m'excuse, mais les pays scandinaves puis la mais France, c'est c'est le pas des modèle pays. américain que C'est tu pas des. proposes. Non. C'est le oui. modèle suédois, c'est le modèle norvégien, c'est le modèle scandinave, encore, même le modèle français. Je veux dire, il y a les meilleurs systèmes au monde fonctionnent avec des systèmes parallèles publics-privés en santé. À un moment donné, il faut que le monopole arrête. Et c'est là que le syndicat devient une barrière. C'est que vous défendez une idéologie plutôt que de défendre le soin puis l'accès aux soins. Puis c'est ça que... Si j'en ai contre les syndicats, c'est aussi ça, quand je dis que ça fait de la politique, c'est que vous défendez un monopole plutôt que de défendre l'accès à monsieur, madame, tout le monde qui veut voir un médecin ou qui a besoin d'un traitement. Et il va falloir qu'on ait un débat sur cet enjeu-là. Puis moi, je veux l'amener, ce débat-là. Puis je sais que c'est tabou, parler du privé en santé. Puis tout de suite, on va sortir les épouvantails puis on va nous faire passer pour des méchants. Là. Là, Bernard Drinville en parle maintenant. Tranquillement, mais Il y en a plusieurs qui en parlent. Mais on a ouvert la voie, là. Mais c'est l'ADQ de Mario Dumont qu'on avait commencé Ouais, ça, là. Mais moi, je maintiens quand même, puis on ne réglera pas le cas du Non, parce que je veux qu'on revienne aux jeunes après. Mais droit de Oui, réplique. ben, peut-être. Droit de Non. réplique. Droit de Oui, non, réplique. mais sur la question du réseau de la santé, des services sociaux, moi, j'ai, suivi toutes les réformes au Québec. De la première, là, de Thérèse Lavoie-Roux. puis, Jusqu'à tu sais, Barrette. Jusqu'à Barrette. Là. Quand les médecins... Ou même Dubé, là, récemment. Quand les, Tous médecins, des échecs. quand les médecins disaient qu'on était en train de construire un Québec communiste, j'avais vu ça, moi, les affiches des médecins spécialistes à l'hôpital Charlemagne, parce qu'on voulait les envoyer travailler dans les régions. Moi, j'ai déjà pris la parole d'une assemblée de médecins en leur disant, le problème, c'est que vous êtes des entrepreneurs privés dans un régime public. Ben oui, c'est sûr que c'est un problème. Et vous êtes soumis à des règles différentes, alors que tous les autres professionnels sont obligés d'offrir le service professionnel comme tu le connais. Alors là, on pensait que le gouvernement était capable de redresser le bateau. Malheureusement, il n'y est pas arrivé, tu sais. Mais aller plus vers de privé, dans un contexte où, je le répète, là, 30 à 35 des dépenses globales Oui, de mais c'est santé parce que tu comptes- au Québec sont faites dans le privé. Oui, mais c'est le J'ai gars qui fait s'occupe évaluer de tes des enfants, lunettes, moi, là. par des pédos en pédopsychiatrie ou pédopsychologie ou peu importe. Ben, il fallait payer, là. Il n'existe plus ces services-là dans le public. Mais moi, j'ai eu la chance peut-être d'avoir une assurance. Mais quand tu n'as pas d'assurance, comment tu fais? Les gars, je veux qu'on revienne aux jeunes. Oui, OK. S'il vous plaît, parce que c'est très important, puis je veux qu'on ait qu'on mette l'énergie là. Est-ce qu'on est sur le bord d'une crise sociale? Dans la mesure où on a parlé des garçons puis des filles qui pensent plus pareil, puis qui font plus d'enfants, puis qui se craignent, puis ils se méfient. Moi, je connais des gars qui veulent plus dater parce qu'ils trouvent que c'est pas possible d'avoir une capoté, conversation. ça, hein? Puis c'est documenté, ça aussi. Non, c'est de plus en plus le cas. Il y a des filles qui ont pas de chum puis qui font même semblant d'être lesbiennes des fois parce que je veux dire, un gars, ça les écœure. Ça aussi, il y avait un texte, je sais plus je pense que c'était Urbania il y a quelque temps là-dessus. Il y a cette crise-là qui est peut-être en dormance, mais il y a une autre crise sociale. C'est pour ça que je parle d'une crise sociale, c'est les jeunes et les plus vieux. Des fois, je me dis, moi, ma grand-mère est morte, mais si elle était encore en vie aujourd'hui, puis qu'elle me faisait mon pudding le matin, je dirais, c'est pas assez. C'est pas assez, le pudding. Tu sais, sors dans la rue pour qu'on mette, l'âge d'indépendance, pour qu'on mette un terme au déficit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une génération qui s'est goinfrée puis qui, aujourd'hui, regarde les jeunes, puis ne veut pas se sacrifier pour elle? Dans l'esprit de beaucoup de jeunes, c'est ça, en tout cas. Oui. Ouais, mais tu soulèves quand même 2-3 questions, là. C'est quand Oui. même assez fondamental. Moi, je suis pas capable. Sur la question de la crise, après ça, je te dirai ce que j'en pense sur le rapport aux générations. Qu'est-ce qu'on prépare comme Québec, mettons, de demain? Moi, je l'ai pas la réponse, mais c'est clair que quand je regarde mes garçons, qui sont presque encore des ados, là, 18 puis 20 ans, moi, je peux pas imaginer que j'aurais vécu la vie qu'eux mènent. C'est pas compliqué. Je lisais le livre d'un sociologue, Stephen Kelly. La société thérapeutique. Ouais, vous lirez ça sur Boréal. Bon, c'est éditions Boréal. Et puis, là, à un moment donné, il y a un exercice sur la socialisation.
Fait que là, moi, j'ai fait l'exercice dans le livre. Les scouts, la radio étudiante, l'assaut étudiante, On a tout fait les ça. voyages, non. Oups, j'arrive à ma fille qui a 35 ans. Là, la liste s'est réduite. J'arrive à mes gars. Je suis pas capable de mettre un truc. Ils sont devant leur ordi, puis ils socialisent en ligne. Mon gars, l'autre soir, il me Virtuel. dit, j'écoute un film avec un de mes amis. J'ai dit, il est où? Il est où? Ben, il est chez lui. Ben voyons donc, j'ai dit, ça vous vient même pas à l'idée d'aller... Sur le même sofa, là. Sur le même sofa. Idem, moi, j'ai passé mes étés au chalet à m'intéresser à tout ce qu'il y avait autour du lac, y compris, évidemment, les jeunes filles, quand t'as 14, 15, 16 ans, la moto et tout et tout. Mais gars, pas de son, pas d'image, ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend comme phénomène, mais moi, ça me préoccupe. Ouais. Mais je suis pas le spécialiste qui a des réponses à ça, puis je veux pas porter de jugement. Mon plus jeune, il me dit tout le temps, arrête donc avec tes vieilles histoires, on est rendu ailleurs. Puis peut-être que... Il y a peut-être raison. Il y a peut-être On raison se faisait aussi. dire la même chose aussi. Il y a peut-être raison On disait la même aussi. chose à nos parents il n'y a Mais pas longtemps. préoccupé, oui, je le suis. Absolument. Puis, tu sais, les divisions, là, Jacques fait bien de nuancer, là, parce que des divisions historiques au Québec, c'était entre les Anglos puis les communautés culturelles, puis les francophones. Puis là, tu ne l'as pas mentionné. Puis ça, c'est très symptomatique parce que c'est la première que tu aurais mentionné si on avait été ici il y a 30 ans. Fait que c'est juste que les divisions ont peut-être changé, mais il y a c'est normal. Là, dans toute société, il y a des débats, puis il y a toujours des groupes sociodémographiques qui se distinguent par rapport à d'autres. Mais c'est vrai qu'on est dans un nouvel axe où l'aspect générationnel est plus important qu'il l'a déjà été. Puis l'aspect des genres, là, hommes-femmes, là, des sexes, est aussi plus important. Puis comment on va réconcilier ça? Moi, j'ai confiance en l'être humain. Là. Je pense qu'il va pouvoir trouver des façons de se parler puis de régler nos différends. Mais je constate que effectivement, les divisions dans notre société ont complètement changé. Puis ça va pas cesser demain matin. Là. Les problèmes dont on a discuté, générationnels, ils vont pas aller en s'amenuisant, ils vont aller en s'accentuant. Parce que si c'est un décalage technologique comme Jacques en parle, ben, le décalage va être de plus en plus grand. Là. Si c'est comme ça avec ses enfants, imagine avec ses petits-enfants dans 20 ans, là, le décalage va être encore plus important. Mais il faut en société, il faut quand même qu'on travaille ensemble et qu'on se serre les coudes à un moment ou à un autre. On part des débats, mais après ça, faut trouver une façon de cohabiter toute la gang. Ouais. Peut-être ajouter après sur les enjeux et les défis, mais peut-être de façon plus structurelle par rapport à l'avenir du Québec, les services publics, les finances publiques, le syndicalisme, tout ça. Moi, je pense qu'il y a de deux choses là. Ou bien, Éric disait tantôt, il y a un déclin du taux de syndicalisation observable partout en Occident, c'est vrai, sauf à peu près au Québec. C'est assez stable, mais ça descend très tranquillement. Mais on ne dépasse pas la barre du 38-40 %. Moi, j'ai toujours dit aux plus jeunes, parce que je considérais que j'étais vraiment entre les deux, il y a les boomers. Moi, j'étais une génération qui n'est pas dans le mouvement syndical, quand ils sont au Parti conservateur. ou ailleurs. Mais je fais des blagues, mais à peine. Puis là, après moi, ça a basculé très jeune. Puis moi, j'ai toujours dit aux jeunes, faites du syndicalisme un outil à votre image en fonction de vos réalités. Parce que c'est vrai que le monde du travail change. L'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a des discussions. C'est une révolution. En ce moment, au Québec, entre les patrons, les syndicats, les instances de concertation, j'ai vu ça. Donc, il y a encore un dialogue pour essayer d'avoir des lois cadres ou essayer de mieux comprendre c'est quoi l'impact sur le monde du travail. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si le syndicalisme décline dans la forme qu'on lui connaît encore aujourd'hui à cause de la révolution industrielle ou de la révolution tranquille, s'il continue à décliner, la nature a horreur du vide. Hein? Fait que tu pourrais descendre à 2 % de taux de syndicalisation, 3-4. Regarde aux États-Unis, il y a des nouvelles formes d'organisation qui existent, mettons, dans la restauration rapide, ben oui. parce que les gens vont s'organiser collectivement. Moi, il y avait un prof d'université, une fois, il m'avait dit, ces syndicats disparaissent, c'est pas bien grave, ils vont être remplacés par autre chose. J'avais fait, qu'est-ce qu'il raconte là? Lui? Il a raison. mais tu comprends-tu qu'on restera pas dans une notion dans une société où c'est l'individualisme qui fait, comme tu le disais au départ, que tu vas voir ton patron pour négocier ton augmentation à toi, tes congés à toi puis tes privilèges. Maintenant, le monde va se regrouper collectivement. Non, il y a des corporations. Ils vont se regrouper il y a d'autres façons de se regrouper. Oui. J'ai vérifié sur mon téléphone le texte en question sur les garçons puis les filles qui sont plus capables de dater. Au Québec, c'est dans l'actualité. Ça s'appelle L'amour au temps de la polarisation. Vous irez lire ça. C'est fascinant. J'avais l'impression de vivre dans un monde parallèle. Sais-tu quoi? Moi, je le sens parce que je le vois dans l'implication politique. Je le vois dans l'adhésion au parti. Je le vois dans les intentions de vote. Plus ils sont jeunes, plus c'est masculin.
Puis ça, il faut voir qu'on a une réflexion sur l'avenir des gars au Québec. Hein? On a un taux de décrochage record chez les hommes. Il y a un problème masculin. On a parlé beaucoup de féminisme ces 50 dernières années au Québec, mais il va falloir parler à un moment donné aussi des conditions des gars. La dévalorisation, ne serait-ce que dans la publicité, dans les téléromans, dans tout l'aspect culturel de l'homme, les conditions de travail aussi, où souvent dans bien des corps de métier ou des industries, l'homme est dévalorisé. À l'Université Laval, là, c'est 80% des étudiants qui sont des filles, là. Puis en médecine. C'est pas, vous comprenez que c'est pas les jobs les moins payantes d'un matin, là. Et puis, les bourses d'études sont encore uniquement octroyées aux filles pour l'accès à l'égalité. Puis il y a même des gars qui ont essayé d'avoir des programmes pour les garçons qui ont été interdits à l'Université Laval. Donc, il y a une réflexion à avoir sur la condition masculine. Moi, ça m'inquiète. Mais on te répondrait que les hommes ne sont pas assez seuls encore. On l'a entendu, celle-là. On va pas régler le déséquilibre d'une autre époque. Les gens comprendront la référence. Non, mais on va pas régler le déséquilibre d'une autre époque par un nouveau déséquilibre. Si on souhaite l'égalité, c'est la vraie égalité. C'est pas à faire payer aux jeunes aujourd'hui parce que ce que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents ont vécu. Mais y a-t-il moyen d'avoir une réflexion comme celle-là autour de la place des hommes ou des jeunes hommes sans nécessairement épouser un discours antiféministe? Parce que moi, je me suis toujours identifié sans aucune difficulté par rapport à la question des luttes menées par les femmes sur l'équité salariale, sur la place des femmes sur le marché du travail. Je milite même avec la gang de Femmes et démocratie sur la question de la parité dans les conseils d'administration. Et moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je pense pas que la problématique se situe là. C'est peut-être à nous, peut-être pas à nous parce qu'on est un peu vieux, mais c'est peut-être aux jeunes hommes de se définir aussi quelque part. Oui, mais c'est peut-être qu'au lieu d'arriver de parler de féminisme, on devrait peut-être parler de l'égalité des sexes. Parce que c'est justement d'arrêter d'avoir... C'était ça quand même, c'était pas les femmes au-dessus des hommes. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, la perception de bien des gars, c'est ça, c'est qu'ils sont dévalorisés parce qu'ils sont des hommes. C'est un peu d'homme. Mais quand tu as un programme d'accès à l'égalité, là, puis que tu veux, par exemple, puis là, tu parles de démocratie, là, puis je sais qu'ils veulent faire, ils poussent pour ça, là, qu'on va avoir des programmes juste pour les filles, puis on va avoir une démocratie où on va favoriser arbitrairement les filles. On vient de le voir à Québec solidaire, là, le ridicule est arrivé jusqu'à Alexandre Boulris ne peut même pas être candidat parce que c'est un homme blanc hétérosexuel. Ils ont été obligés d'avoir 75 % dans un vote d'une assemblée extraordinaire, puis ils ont fait une exception. Mais quand tu es rendu là, la démocratie est malade. Là. Non, mais la parité, je suis d'accord. Parlons de parité. C'est ça. J'aime mieux parler de parité que de parité, c'est 50-50. Mais la parité, c'est 50-50. C'est l'accès à l'égalité. C'est que le meilleur gagne, mais que ça soit pas ton sexe qui détermine tes conditions. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde, y compris aux jeunes garçons. Puis je sais que c'est un discours qui est controversé encore aujourd'hui, mais regardez bien ça, dans 10 ans, il va être mainstream. Là. Il y a quelque chose qui se passe, puis nos garçons, là, ils vont pas très bien au Québec. Donc, un poste sur 2 à compétence égale, on prend une femme, t'es pas d'accord avec ça? À compétence égale, là. Je te dis pas d'embaucher comment tu détermines la compétent. compétence égale? C'est ça qui est toujours là qui est le problème. C'est la grande question. Comment on fait ça? Il y a un CV identique. Nous, on en entrevue, un CV identique, puis, tu fais quand même regarder les deux profils. Nous, à la CSN, on a eu ce débat-là, mais même avant que j'y sois, et c'est revenu à un moment donné, là, parce qu'il y avait peut-être des gars qui disaient « Ouais, c'est pas équitable », mais de façon générale, ça a tenu la route, puis ça a permis à des femmes de passer d'employés de bureau à conseillère syndicale quand même. Mais juste la terminologie, là, on parle de discrimination positive. Pour moi, la discrimination, c'est pas positif, c'est négatif. Quand tu discrimines pour un poste quelqu'un en fonction de critères autres que la compétence, t'es pas à bonne place. Et malheureusement, je trouve que ça a dévié un peu là-dedans, mais c'est encore touché un peu, mais ça l'est de moins en moins. Je sens qu'il y a comme une ouverture, parce que même les féministes, là, ils ont des gars, puis ils voient que le gars, ils réussissent moins bien à l'école, ils voient que le taux de suicide est plus élevé chez les hommes, ils voient que le taux de décrochage est plus élevé, ils voient qu'il y a un malaise. Le masculinisme, ça t'inquiète-tu, toi? Qui est quand même le chef du Parti conservateur, parce qu'on pourrait avoir le préjugé que les masculinistes c'est comment qu'on définit le masculinisme. Il y a des gens qui vont dire que le discours que je tiens présentement, c'est du masculinisme, parce que je défends les hommes. Fait... Est-ce que c'est du masculinisme, ce qu'il dit? Non, moi, je considère que c'est des questions qui sont tout à fait débattables, sans se tirer des roches d'extrême droite puis de fascisme. Moi, je suis pas là du tout. Au contraire. Mais en même temps, il y a quand même un phénomène, là. Tu sais, je reviens encore à mes fistons qui me disent que dans l'ordre homophobie, il y a quand même un retour de l'homophobie, semble-t-il, du sexisme puis du racisme. Puis le racisme est en troisième, selon eux. Mais ça, moi, je trouve ça quand même préoccupant. Là. Moi, je me suis battu moi, je suis gay, dans mon syndicat. Tu me convaincras pas. Puis Éric, je me suis battu, moi, dans mon syndicat pour la reconnaissance des conjoints de même sexe parce que les conventions collectives étaient discriminatoires à l'époque. Et je l'ai faite, cette bataille-là. Puis il m'a dit que les premières fois que le drapeau gay est sorti d'un congrès de la CSN, il y a des cols bleus qui souriaient. Mettons. On trouvait ça moins drôle. Mais on a puis là, peut-être qu'on peut finir sur une note très positive. Là. On a quand même la chance de vivre au Québec. Là. On vit dans une des sociétés les plus tolérantes au
monde. Tu sais, moi, là, je suis chef d'un parti conservateur, puis je suis ouvertement gay, là. Puis je me Aux sens pas... États-Unis, ça marcherait Je me pas, sens je pas pense. discriminé. Je te parle pas juste des États-Unis. Ben, tu serais bien surpris, même des pays qui se disent progressistes où ça passerait pas. On a la chance au Québec d'être une des sociétés les plus tolérantes au monde, puis on se le dit pas assez souvent. Puis c'est pas vrai juste pour les gays, c'est vrai pour à peu près toutes les minorités. Puis ça, je trouve qu'on devrait s'en enorgueillir, puis ça devrait nous unir. S'il y a une chose que je trouve qu'au Québec, on a, là, c'est peut-être ça. Puis moi, je suis content. Tu sais, en tant que gay, j'aurais pas voulu venir au monde nulle part ailleurs qu'au Québec. Puis je pense que bien des gays au Québec, pour avoir le courage de le dire, tu sais, on parle souvent de ce qui va pas bien. Là, Ben oui, mais il faut le dire mentionner, ça parce que aussi. sinon, on a l'impression effectivement qu'on vit quasiment comme en Afghanistan. Non, mais c'est vrai, là, c'est vrai. Tu sais, les prochaines élections, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, homosexuel. Oui. Là, ça a l'air un peu bizarre de les compter, mais je veux dire, c'est quand même... Ah oui, bien c'est la sûr. preuve que... Bien sûr. C'est pas un enjeu. C'est pas- Il n'y a jamais voilà. un chat qui m'a parlé de ça, qui m'a dit, moi, je vote pas pour Non, toi mais parce que donc, t'es la gay. société a muté, la société a évolué, la société est beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Moi, je me rappelle les cousins, amis qui, au début des années 80, nous avouaient leur homosexualité. Tu sais, il y avait toujours cachette un peu, petit là. choc de culture, là. Puis les gens qui partaient de Thetford pour venir vivre dans le village, alors que maintenant... Ils peuvent rester à Thetford, il n'y a pas de problème. mais ça reste, semble-t-il, encore un enjeu. Mais tu sais quoi? Ça reste Puis là, encore ça, un c'est enjeu. un autre. Je veux pas ouvrir une autre canne de verre, mais c'est sûr que on accueille beaucoup d'immigrants au Québec. Puis c'est sûr qu'ils arrivent ici avec leur religion, leur pensée, leurs coutumes, leurs us. Puis c'est sûr que des fois, ils ont un choc. Puis c'est normal, là, parce qu'il y a un choc des civilisations, d'une certaine façon. Là. Et c'est sûr que ça pose un nouveau défi. Mais des Québécois de souche, là, je pense pas que c'est un problème. Non, puis de toute façon, si on veut vraiment régler un problème, il faut avoir le courage de nommer toutes les causes. Oui. Parce que sinon, Ah oui, tout à je fait. doute de ceux qui nomment pas toutes les causes. Je doute de leur véritable volonté de régler un problème. Il y a beaucoup trop de gens qui sont au front en avant avec le poing dans les airs. Puis quand tu leur dis, oui, mais ça s'explique comme ça, comme ça, comme ça, c'est ça, je veux pas en parler. Bon, ben, tu veux pas régler le problème. Alors, c'est aussi simple que ça. Merci, les gars, d'être venus. Ben, écoute, c'est un merci à plaisir. toi. Merci, de Éric nous avoir Duhem, accueillis. qui a un horaire de fou, j'imagine, à l'aube d'une élection. Ça doit être malade mental, là. Ben oui. Non, il ça s'accélère. reste encore 6 mois et demi, 7 mois, là, mais non, ça s'accélère, disons-le. Comme ça, on se sent en pré-campagne. Le sprint a commencé. Là. C'est un marathon, c'est pas un sprint, en fait, j'aurais dire. Réussis-tu à prendre un peu de temps, des fois, là? Oui, j'ai pas le choix parce que sinon tu viens fou. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Puis je veux pas repartir un débat sur le travail, mais le monde du travail a changé. Puis il y a beaucoup de monde. Puis plus ils sont jeunes, plus c'est vrai. On a l'impression de travailler 7 jours sur 7, 24 heures par jour parce qu'on a un esclave qui s'appelle notre cellulaire qui nous dérange tout le temps puis que c'est plus du 9 à 5 comme à une certaine époque. Puis ça devient très, très difficile de gérer son horaire. Puis quand tu es chef de parti, mais je suis pas tout seul. là. Il y a plein de monde qui oui. nous écoute, qui ont d'autres jobs, puis ils ont le même problème. Là. Ouais. Puis ça, c'est très dur à encadrer. Puis il n'y a pas un syndicat qui va pouvoir régler ce problème-là. C'est difficile. C'est quoi compliqué. ton objectif, Éric, aux prochaines élections? Je sais que tu es peut-être la seule personne qui est capable de me répondre honnêtement à cette question. Ben moi, je veux qu'on soit un groupe parlementaire reconnu. Je veux qu'on ait 12 députés, qu'on ait au moins 20 tu ne seras pas premier ministre, là. Ben écoute, tu sais jamais être en politique. Tu mets ton... Non, mais tu mets ton bateau à l'eau, t'ouvres le mât, puis tu sais pas ce qui va t'amener. Tu sais. Regardez comment il y a du mouvement présentement au Québec, c'est capoté. C'est pas ça, là, où tu vas te retrouver avec des lignes de piquetage. Si tu penses que l'on tes sondages internes, que tu vas être premier ministre, on va t'organiser Pas des lignes de de grève, piquetage. toi, là, de grève nationale, mais sérieusement, je pense que ça prend une présence à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale pour amener les débats que seul le Parti conservateur a le courage de mener. Et puis je pense que c'est pas le Parti conservateur qui va gagner, c'est la démocratie au Québec. C'est pas normal que 530 000 Québécois aient été laissés dehors pendant 4 ans. Puis là-dessus, je pense que c'est même Jacques qui est avec Démocratie Nouvelle. Là, je pense que tu es d'accord avec la réforme du mode de scrutin. Là, c'est pas normal que des idées, qu'il y ait Non, ça n'a autant, aucun sens, qu'il y ait ça n'a autant aucun de sens. Québécois qui soient pas représentés. Ouais. La démocratie, c'est pas ça. Là. C'est pas de dire ceux qui pensent pas comme nous autres. Non, rentrent non, pas, puis là. écoute, je vais même te faire plaisir parce que dans un débat syndical où on défendait une réforme du mode de scrutin, il y a des gens qui disaient, mais à condition que ça fasse élire du monde de gauche. Là, j'avais dit, Non. là, camarade, c'est parce que si on réforme le mode de scrutin, ça se peut qu'il y ait des plus conservateurs qui rentrent à l'Assemblée nationale, puis ben, la gauche, ça fera avec, là. tu sais. Camarade, ça peut pas. quand j'entends ce mot-là, moi, j'ai toujours... Ouais, Ouais, C'est oui, l'Assemblée mais tu de la sais, écoute, CSN qui je le dit ça. fais un peu exprès, tu sais bien. Mais toi, est-ce que tu vas te présenter? Non, absolument J'ai pas. essayé de l'approcher, puis il veut rien Je savoir. reste- Non, et moi, j'ai quitté la CSN assez rapido parce que j'ai été approché pour faire de la politique municipale à Longueuil. Puis, honnêtement, bon, j'ai mangé une crise de volée. Ça se Mais oui, dit, comment ça se fait, donc? Ben, parce que j'ai hérité d'un... Écoute, je dois pas être ben bon en organisation, faut croire, au sens où j'ai hérité d'un parti qui, jadis, avait été celui de Caroline Saint-Hilaire, Mme Parent, tout ça, qui a fait du bon travail à Longueuil, mais qui était vraiment sur son Le monde voulait du déclin. changement. Le monde voulait du changement, puis Catherine Fournier, c'était quand même une candidate
qui était nettement... Qui avait de l'expérience aussi. Oui, puis avantagé, puis député, bon, tout ça. Puis je pense qu'elle a fait du très bon travail. Mais moi, je trouvais que Longueuil, je me serais pas présenté à Boucherville, ni à Saint-Bruno, ni à Saint-Lambert, mais Longueuil, c'est multiethnique, communauté culturelle, les bas salaires. Faut aller voir Longueuil. Là, il y a le vieux Longueuil qui est bien C'est cute. embourgeoisé. Mais oui, le gentrifié, oui. Oui, mais si tu montes un peu plus haut, là. Non, j'ai fait du porte-à-porte dans Marie-Victorine qu'Anne Casabonne il y a quelques années, je m'en souviens. Vous étiez venu chez nous, t'étais pas là, mais Anne Casabonne était venue sonner chez nous. Fait que je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça tente plus. J'aurais aimé ça. Il y a quelqu'un une fois qui est proche du PQ qui m'avait dit « Hey, Pierre Curzi a été élu à ton âge, parce que j'ai 63 ans. » Mais non, honnêtement, j'aime bien mieux faire ce que je fais là. Puis là, vois-tu, il n'y a personne qui va m'écrire après l'émission pour me chicaner, pour me dire, vous n'avez pas dit ceci. T'as trop souri à Duhem, tu dois être rendu à droite. T'as trop souri à Éric Duhem. Non, mais j'ai déjà eu mangé des volets, là. Je veux dire, j'avais été à Dominique Moret. Dominique Moret m'avait fait un bon papier dans le Journal de Québec. Écoute, je veux dire, j'étais devenu... c'était infréquentable. Mais j'aime mieux faire ce que je fais en ce moment. Mais si jamais il y a un référendum, c'est sûr que je suis prêt à prendre mon petit paquet puis faire le tour du Québec pour l'expliquer aux travailleuses ou aux travailleurs pourquoi ça serait une bonne idée de faire un pays. Mais ça, c'est un autre débat. Merci, les gars. Je vous remercie à nouveau. Beaucoup, merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir financièrement. Il y a le lien Patreon dans la description. Sinon, il y a YouTube. Vous pouvez rejoindre. Donc, vous êtes abonné, c'est gratuit, mais vous pouvez rejoindre le projet. Donc, vous pesez sur rejoindre ou se joindre. Et ce que ça vous donne en échange d'une somme modique, c'est les épisodes 3 semaines d'avance sans publicité. Il y a également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, c'est à mardi prochain. Bye bye.